Bon bah bonsoir à tous. Vous avez été nombreux dans les commentaires de notre chaîne YouTube à nous demander notre avis sur Star Wars épisode 8, le dernier des Jedi. Mais pour être honnête, initialement on n'avait pas prévu d'en parler. On avait même un peu peur de ne pas avoir grand chose à dire sur le film, d'autant que nous avions déjà consacré le seul épisode de Monsieur Bobbin vraiment à charge au volet précédent, le réveil de la Force, et qu'on n'avait pas vraiment envie de revenir sur cette franchise. Si je me souviens bien, j'ai même répondu à certains d'entre vous que Star Wars, c'est fini depuis 30 ans et qu'il fallait tous qu'on passe à autre chose. Seulement voilà, il semblerait que malgré le désintérêt poli que nous inspire en façade l'exploitation de la franchise Star Wars par Disney, nous ayons nous-mêmes énormément de mal à passer à autre chose. Il suffit de voir le nombre d'épisodes dans lesquels on parle de Star Wars, certains plutôt récents comme celui sur l'année 1999, ou notre gargantuesque épisode consacré à la trilogie du Hobbit. D'ailleurs, souvenez-vous, dans cet épisode, Cyril Roland, l'auteur qui est parmi nous ce soir, bonjour Cyril, voilà, se demandait si cette saga ne contient pas la réponse à toutes les questions de l'univers. Bon, j'avoue qu'on n'envisage toujours pas de réaliser un épisode de Monsieur Bobbin consacré au volet de Rian Johnson, mais on s'est dit qu'un petit podcast pourrait parfaitement faire l'affaire. Donc avant de parler de cet épisode 8, on peut déjà voir comment nous, on se place par rapport à l'univers Star Wars, enfin, surtout au film, et même à l'univers étendu. Donc pour en parler ce soir, nous avons, on n'est pas très nombreux, on n'est que 3, mais Aurélien. Donc. Bonsoir. Et Cyril. Salut. Salut. Alors ça commence à couper un peu le son déjà, ça commence bien. Il y a déjà des gens qui veulent te lapider, donc voilà. Visiblement. Voilà. C'est la faute du retard. C'est ça. Ouais, en même temps, il regarde en même temps le match Angleterre-Pérou. C'est Angleterre-Pérou ? Je sais plus. Non, je ne sais pas. Non, pas le Pérou. Colombie. J'en suis sûr. Colombie, voilà. Ouais, on est des fans de foot quoi. du dimanche. Hein. je regarde que quand il y a la Coupe du Monde et encore que quand on est en finale, donc c'est vous dire. Mais je crois qu'Aurélien veut profondément la défaite de l'Angleterre, donc si vous pouvez nous dire, vu qu'on regarde pas le match, ceux qui nous écoutent et regardent le match en même temps, vous pouvez peut-être nous faire une petite update quand il y a des buts ou des machins comme ça. Enfin, seulement si l'Angleterre perd, après, pour le reste, je m'en fiche un peu. D'accord, ok. Bien, donc pour commencer, je sais pas, on peut faire un petit tour de table, savoir quel est votre rapport à Star Wars. J'ai l'impression qu'on l'a déjà fait ça, mais bon, après tout, vu qu'on n'arrive pas à se défaire de Star Wars, on peut peut-être revenir là-dessus. Cyril, par exemple, comment tu as connu moi, si je commence, ça va être un peu long, parce que voilà. Star Wars, c'est quand même, on m'entend bien ou pas du tout? Ça va? Parfaitement. Parfaitement, d'accord. Star Wars, c'est quand même une grosse partie de ma vie. J'ai connu, moi je suis né en 80, je suis né la semaine de la sortie de l'Empire contre-attaque. Et c'est une source de fierté pour moi, en fait, depuis tout ce temps-là. Je les ai vus, on parle de la trilogie originelle pour le moment. Oui. J'ai dû les voir facile une centaine de fois chacun, je pense. En VF, puis en VO, édition spéciale. Plus récemment, j'étais plutôt parti vers des Specialized Editions, bien sûr. Avant de revenir vers les bons vieux DVD pour les montrer religieusement à mon petit garçon de 5 ans. Oui. Voilà. Donc Star Wars, c'est des souvenirs tellement loin que je me souviens même pas les avoir découverts. Mis à part peut-être le premier, à l'époque ça s'appelait encore La Guerre des Étoiles, vu que c'est paradoxalement le dernier que j'ai vu. Quand je l'ai vu, je devais avoir peut-être 8-9 ans. Celui-là, je m'en souviens, mais parce que je sais pas, les autres, je les avais en VHS depuis très longtemps. Et il manquait celui-là, et en fait, au profit d'une rediffusion, j'ai enfin pu le découvrir. Le Tout Jedi, ça a longtemps été mon préféré. C'est arrivé à l'adolescence que j'ai fini par me dire, les Ewoks, c'est sympa, mais non. Quoique j'ai toujours un peu d'affection pour ce film, j'arrive pas à dépasser. J'ai beau savoir désormais tous les trucs qui a pu se passer en coulisses, sur le fait qu'on est passé à côté probablement d'un super film. Si Lucas avait pas déraillé du plan initial avec Gary Kurtz et tout le tralala. Mais j'ai quand même toujours beaucoup d'affection pour Jedi et nettement moins pour la prélogie. Après, je vais bien céder la parole peut-être pour vos rapports personnels. Par exemple, quand est-ce que toi comment toi t'as commencé à lâcher l'affaire en fait? Oui, parce que c'est vrai que t'es peut-être le plus vieux d'entre nous. Ouais, je t'emmerde. Quoi, c'est bon, ça va. Tu es notre sage, notre vieux qui sait. À moi, c'est plutôt lié à la prélogie.
même si je pense que j'ai été un petit moment dans le déni avant de m'avouer vraiment que c'était tout pourri. Il y a quand même eu quelques grincements de dents sur l'édition spéciale parce que moi je les ai vus, à l'époque où c'est sorti en 97, j'avais 17 ans, donc j'étais quand même plus ou moins Oui, conscient de, voilà, je réfléchissais un peu déjà au cinéma quoi. Un esprit critique pour un le coup, petit c'est peu là où plus je les ai aiguisé vus. que quand tu as 11 ans. Il mettait un petit peu à se mettre doucement en place, ouais. Donc moi je les ai vus, c'était l'occasion de les voir en salle. Mais effectivement, il y a quand même tout un paquet de trucs que j'ai trouvé soit moche, comme le Jabba le Hutt numérique, soit complètement con, comme comme Grido qui tire en premier, tous les machins. Voilà, là je me suis dit, j'avais pas encore conscience à l'époque que ça serait à terme la seule manière de voir les films en attendant que des mecs dans leur coin traficotent tout ça pour nous permettre de revoir les films tels qu'on devrait encore les voir aujourd'hui, quoi. La fameuse édition déspécialisée de Army, proposition officielle qu'on est. À l'époque, c'est un peu comme pour la version pour les 20 ans de E.T., tu vois. À la seule différence que c'était sympa de voir ces nouvelles scènes, etc. C'était un truc qui était encore assez rare à l'époque. Les DVD n'étaient pas encore en place, les scènes coupées, tout ça, c'était vraiment des machins qu'on arrivait difficilement à voir. Donc ça faisait toujours plaisir de voir des trucs en plus comme ça. C'était carrément des remontages. Maintenant, ça se fait plus tellement, puisqu'avec les versions longues, les versions longues, tu les retrouves sur le Blu-ray désormais. Là, c'était carrément des Blu-ray qui étaient édités pour des versions particulières. Enfin, comme il y a eu pour Rencontre du troisième type ou Blade Runner, quoi. En tout cas, pour moi, ça a plutôt commencé à ce moment-là. Parce que pendant longtemps, Lucas, moi, je kiffais bien. Je kiffais Willow, je kiffais World le Canard, je kiffais Labyrinthe. J'étais un gamin des années 80, quoi. Et c'est avec la prélogie, où ça a vraiment commencé à poser un gros problème. Je crois qu'on en est tous là. Même si j'ai trouvé à titre personnel qu'il avait tendance à s'améliorer de film en film. C'est-à-dire que je trouve que le 2 est un peu mieux que le premier et que le 3 est un peu mieux que le deuxième. J'étais même tellement content de voir une légère évolution entre le 2 et le premier qu'à l'époque j'étais stagiaire dans un truc de la presse quotidienne régionale et j'ai pu voir le film 2 jours avant la sortie officielle dans une avant-première de Énergie et j'ai fait une critique dithyrambique de l'attaque des clones. T'es pas le seul, je crois qu'il y en a d'autres dont j'ai eu honte à peu près 2 jours plus tard, quoi. Elle est toujours, non, heureusement c'est pas, faut fouiller très très loin dans les archives du net pour la retrouver, mais moi j'ai toujours la coupure de presse et je la relis de temps en temps pour me dire mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as écrit. Ok. Aurélien, toi, c'est ton rapport à Star Wars, c'est quoi? Alors sur le début, ça va ressembler pas mal à Cyril, même si je suis un peu plus jeune, puisque je suis né en 83, mais au moins sur l'Empire contre-attaque. Voilà. Au moins sur l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, c'est pareil. J'ai pas vraiment le souvenir de les avoir découverts et comme Cyril, j'ai dû avoir la cassette VHS du premier plus tard. Du coup, c'est celui peut-être que j'ai le moins vu, mais l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, je les ai pas mal bouffés dans le magnétoscope quand j'étais gamin. Et j'ai eu toute une période où j'ai lu pas mal de romans, pas mal de comics, l'Héritier de l'Empire à la fois en roman et en comics, quelques comics qui étaient sortis à l'époque chez Dark Horse. Tout ça, c'est l'univers étendu, en fait. Voilà, ouais, j'avais commencé. Le mariage de la princesse Leia. Pardon? Le mariage de la princesse Leia. Tu l'as lu, celui-là? Je pense pas, non. Non, c'est un bouquin qui était plutôt conçu pour les filles, qui tournait entièrement autour du mariage de la princesse Leia avec Han Solo. Eh bien. Genre, c'est qui ça d'honneur, tout ça? Non, mais j'avais lu la trilogie corélienne, qui était pas mal du tout dans mon souvenir. J'avais même lu certains qui étaient dédiés plutôt à la jeunesse, genre sur les jeunes Jedi avec les aventures des enfants de Han et Leia. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait aussi toute une partie de comics qui se passait genre 1000 ou 2000 ans avant la trilogie originelle et donc explorait les premières relations entre les Sith, les Jedi noirs, les Jedi et tout ça. Ouais, globalement, faut être honnête, il n'y avait pas énormément de trucs vraiment bien. Mais c'est vrai que j'avais, on va dire, ce côté un peu fasciné par l'univers étendu et par le fait que d'un coup, le moindre détail d'un des films faisait référence à un truc de l'univers étendu et ça te donnait l'impression que, mais bien sûr, tout était calculé, tout était pensé. Oui. Voilà.
Et du coup, Ce qui a toujours été d'ailleurs le grand talent de George Lucas, hein, c'est de réunir, enfin au moins sur la trilogie originale, c'est de faire croire qu'il y avait un plan du début jusqu'à la fin, alors que non, il n'y en avait pas plus que sur les autres trilogies. Et après, oui, Pourrait être un sujet d'un futur Monsieur Bobine. Je balance l'information quand même. Ah, d'accord. Mais même moi, je le savais pas. Tu vois, donc... L'exclu. J'en dis pas plus. Peut-être un jour. Mais oui, après, je veux dire, faut être honnête. Lucas Lucasfilm, je sais pas de qui ça dépendait. L'univers étendu a aussi été très fort pour quand même centraliser et arriver à maintenir un semblant de cohérence dans tout ce bordel, parce que vu le nombre de références. En termes de jeux vidéo, de livres, de BD et etc. Maintenir un canon, c'était quand même un sacré exploit. Bon, c'est quasiment impossible. Enfin, ils étaient à peu près parvenus. Enfin, je veux dire, t'avais énormément de personnages et de références qui passaient d'un média à l'autre, et ça collait à peu près. Hein, l'univers étendu, fallait pas non plus chercher dans tous les détails, mais la vue d'ensemble se tenait à peu près. Du coup, j'étais quand même pas mal à fond de Star Wars pendant cette période. J'avais dû aller voir les éditions spéciales, leur sortie en salle, et pour moi qui pouvais voir enfin un Star Wars en salle, c'était quand même quelque chose. Oui. Voilà, c'était on va voir Star Wars sur un putain de grand écran et pas sur ma télé cathodique. Moi, j'y étais allé avec un pote qui n'avait jamais vu Star Wars, qui forcément avait un peu multiplié l'expérience par deux. Même si c'est un film que je connaissais, et même s'il était défiguré, j'en avais pas spécialement confiance à l'époque. Enfin, c'est compliqué. Je sais que par exemple, un de mes souvenirs, c'était quand le Retour du Jedi était sorti, ressorti en édition spéciale, j'étais en voyage scolaire en Allemagne, et avec donc mon correspondant local qui était lui aussi fan de Star Wars. On avait séché je sais plus quel événement pour aller voir le Star Wars, et je m'étais aperçu que non, je pouvais voir un Star Wars en allemand. Mais de toute façon, je connaissais les dialogues par cœur en français, donc ça ne me posait aucun problème. Ça doit être chelou quand même, Star Wars en allemand. Ah surtout qu'ils disent Jedi. Et ça, c'est très très bizarre. Ok. Je crois que c'est der Rückkehr auf der Jedi, et ça m'a traumatisé sur le coup. Enfin, bizarre de le voir en néerlandais, vu que Vader veut dire père. Donc en fait, grosso modo, dès qu'il dit son nom dès le premier film, tu dis c'est le père du Skywalker, quoi. Je sais pas comment ils ont traduit ça. C'est pas non plus, j'avais pas trouvé l'info. En tout cas, sur le Wikipédia de Star Wars en néerlandais, je t'ai vérifié, il s'appelle toujours Darth Vader. Ok. Alors il y a peut-être une histoire de prononciation qui fait que ça passe, je sais pas. Ouais, la prononciation du néerlandais, c'est compliqué déjà. Oui. Enfin, quand tu n'es pas néerlandais, quoi. Ok. Et quand est-ce que t'as lâché l'affaire, du coup? Enfin, si tu as lâché l'affaire, ça se trouve, t'es fan. Ouais, en fait, ça a commencé un peu pas tant à la menace fantôme, parce que j'étais encore un peu trop jeune, et mine de rien, ça passait encore à peu près pour moi. Faut être honnête, le duel Darth Maul Qui-Gon, ça avait pas mal aidé, et surtout la musique de John Williams, parce que j'avais acheté le CD de la BO, c'était une des rares BO que j'avais à l'époque. Mais faut bien avouer que cette BO elle quand même pue la classe. Et notamment Duel of the Fate. Duel of the Fate, c'est bon. Et puis c'est à partir de l'épisode 2 où là ça a commencé, ça s'est grippé, quoi. Mais presque instantanément, où là j'ai fait non, ça va pas le faire. Et puis mais je pense que puis l'épisode 3 a pas rattrapé forcément la suite. En fait, je suis sorti de l'épisode 3 et me suis aperçu que je m'en fichais globalement. Et puis le final avec Anakin qui devient Vador, pour le coup pas du tout marché sur moi. Pas, enfin, oui. Et puis là je me suis dit ok, c'est fini, et voilà. Je pense que pendant pas mal de temps, je me relisais encore certaines BD, certains bouquins avec plaisir. J'avais pas non plus complètement coupé les ponts avec Star Wars. Je m'étais dit ok, la prélo, c'est pas pour moi. Voilà. Tant pis. D'accord. Je pense que ça aurait été plus violent sur la menace fantôme, ma réaction, s'il n'y avait pas eu le fait qu'il y avait un décalage de 6 mois entre la sortie salle et la sortie française. Parce qu'à l'époque, il fallait attendre 6 mois pour voir les gros blockbusters américains. Généralement, ils sortaient en été chez eux et nous à l'automne. Et en fait, en 6 mois, t'as eu tout un tas de retours plus que mitigés venus d'outre-Atlantique. Et en fait, grosso modo, en y allant,
connaissais déjà plus ou moins le film. Je sais déjà qu'il y avait Jar Jar, qu'il fallait un peu se méfier du gars. Donc en fait, j'étais plus ou moins blindé, alors que je pense que les gros fans hardcore qui se sont mangés ça en pleine poire le 25 mai 1999 aux États-Unis, ça a dû être vachement plus sévère. Ouais, bah moi je t'avoue que je me le suis quand même pris en pleine poire, hein, perso. Moi je suis sorti vraiment ni énervé ni quoi que ce soit, vraiment en mode bon, bah écoute, j'étais pas bien. Franchement, je suis ressorti, j'étais pas bien. Même le pire, c'est que je mettais pas le film en doute. Je pensais que c'était moi qui avais un problème. Je dis putain, ça y est, j'ai grandi, il y a un truc qui va plus, j'arrive plus à me connecter à ces univers, à ces trucs-là. Avant de comprendre plus tard qu'en fait non, c'est le film qui est pourri en fait. Mais non, bah moi c'est comme vous en fait. Hein, j'ai découvert Star Wars à la télévision. Moi c'était les projets, les soirées à Noël, je crois. En tout cas c'est pareil, c'est difficile de savoir quand est-ce que j'ai vu Star Wars en premier. Je crois que c'était la Guerre des Étoiles, c'est celui dont j'ai un souvenir le plus vivace. Je peux pas vous dire si c'est exact ou pas, mais il me semble avoir vu et revu en boucle à chaque Noël. Il devait passer un moment. 2-3 années successives. Et donc c'est là que j'ai découvert Star Wars, les 3 qui passaient, je sais plus sur quelle chaîne. Donc avec les cousins, les cousines, c'est le gros événement et on se tapait Star Wars, on s'était vraiment pris en pleine poire aussi, on allait jouer à Star Wars après, enfin bon bref. Vraiment, on avait vraiment accroché. Quand il y a eu les ressorties, alors c'est pareil, j'ai un souvenir qui est peut-être un peu faussé parce que dans mon souvenir, je m'étais déjà dit il y a un truc qui va pas. Mais c'est peut-être moi rétrospectivement qui me dit, enfin qui me prête des intentions que j'avais à l'époque, alors que ça se trouve j'ai revu le film et que j'ai adoré. C'était la première fois que je le voyais au cinéma. Et effectivement, il me semble quand même, sans trop paraître malhonnête, m'être dit qu'il y avait un problème avec les images de synthèse qui s'intégraient super mal au reste du film. Et je crois que c'était le plan des espèces de créatures au tout début quand ils cherchent les droïdes. Il y a un moment où tu vois une espèce de... Dewback, quoi, une espèce de gros lézard. Ouais, c'est ça, qui se cabre. Ouais. Et des Stormtroopers sur un Dewback, ouais. Ouais, là je me suis dit, ça colle pas. Et c'était même pas forcément le Han Solo shot first, ça m'était complètement passé au-dessus de la tête, tu vois. C'est le genre de truc que j'ai vu après, je me suis offusqué, je dis oui, c'est scandaleux, mais non, en fait, la première fois que j'ai vu l'édition spéciale, j'ai pas tilté. C'est vraiment ce genre de petits détails, en fait, c'est juste... Il y a d'un côté des trucs en images de synthèse, de l'autre des trucs d'un film qui date des années 70, et ça marche pas. Et bon, après encore une fois, c'est peut-être moi qui réinterprète ces souvenirs là maintenant. Mais par contre, je me souviens que l'épisode 1, effectivement, j'avais eu les retours mitigés. La toute première bande-annonce, c'était le tout premier teaser. J'étais à fond, mais vraiment à fond. Et le tout premier teaser, je l'avais vu à nulle part ailleurs. Je m'en souviens parfaitement. Ils avaient fait un petit événement d'ailleurs, ils l'avaient diffusé, on voyait juste un Gangan, c'est juste avant la grande bataille finale sur l'espèce de pré tout plat avec des images de synthèse contre des images de synthèse. Et on les voit sortir, on voit la brume, ouais, dans un marécage. On les voit sortir de la brume. Et ça puait le Star Wars je me dis putain, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu et pourtant ça ressemble à du Star Wars. Et ce plan, alors, les grenouilles dégueu, demande Gon. Oui, les grenouilles dégueu. Sauf qu'en fait, on voyait pas que c'était des grenouilles dégueu. On voyait des guerriers. Ils sont dans la brume, on te dit. Voilà, on voyait les créatures guerrières et monter sur des espèces sur leur monture qui sortaient de la brume et qui allaient vers la guerre. Enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les. Je sais pas, moi, mon fils regarde Samurai Jack en ce moment. Il y a ça, quoi. Il y a ça dans tous les plans. C'est ce genre de choses. Et en voyant le film. Là, ça a été une énorme douche froide dès le tout début, en fait. Quand j'ai vu Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi, donc les deux, enfin merde, qui est en train de discuter, parler politique, tout ça, qui avait l'air mais pas du tout concerné par ce qui se passait. Les deux acteurs ont l'air de se faire chier comme des rats morts, et c'est dès les 10 premières minutes. Et là, je me dis putain merde, il y a un truc qui va pas. Et tout le long du film, je me dis mais il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Et le passage sous l'eau. Quand il traverse le cœur de la planète des Gingans, là, il y a un moment, il y a un monstre géant qui essaie de les choper, il y en a un autre qui le chope, il y a à peu près 0 enjeu. C'est vraiment créer du danger pour rien, ça ne sert à rien. Bon bah Jar Jar Binks, le gamin qui t'as envie de claquer dès les premières images, et je crois que le vrai moment où j'étais en pleine crise de foi, c'est la bataille finale. Dans l'espace principalement, parce que la bataille sur Terre, là, je dis mais ça c'est juste pas possible, j'ai complètement oblitéré ça.
C'est juste le gamin dans son vaisseau qui zigouille. Enfin, c'est un truc que j'adorais dans Star Wars, c'était les dogfights avec les vaisseaux. C'est quelque chose, ça m'avait complètement électrisé dans les premières versions. Et là, il y a un dogfight dans l'espace avec Anakin jeune qui fait péter un vaisseau entier. Et j'en avais plus rien à foutre. C'est vraiment, je me dis, mais là, tu n'as plus rien à foutre du film. Et là, j'avais mal au bide. Vraiment, je suis ressorti, j'étais pas bien. Les gens ont applaudi à la fin de la séance, un peu timidement, ne sachant pas trop quoi faire. Parce que d'un côté, c'était Star Wars, mais de l'autre, en même temps, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai vu? Et moi, je suis ressorti, je dis, mais... J'étais avec un pote, donc j'avais essayé de garder ma contenance. On dit, ouais, c'est pas terrible, parce que j'étais ado, j'essayais de faire genre, oui, c'est Star Wars, c'est nul, c'est pour les enfants. Mais au fond de moi, il y avait un truc qui était pété, quoi, qui était pété en deux. Et un peu comme toi, Cyril, je pense que l'épisode 2, je l'ai revu à la hausse... Enfin, par rapport au 1, le 2 avait un minimum d'enjeux et sur le coup, ça m'avait, je me dis tiens, ça y est, il rattrape un peu la sauce. Mais le 1 était tellement médiocre que de toute façon. Et le 3, c'est pareil, je voulais vraiment beaucoup y croire. J'avais plutôt bien aimé à sa sortie et en fait, en les revoyant au fur et à mesure, parce que je les ai quand même revus plusieurs fois, à chaque fois, je me dis limite le 1, c'est limite celui qui a le plus d'intérêt. Les autres, c'est pas que c'est de pire en pire, mais non, en fait, pour moi, ils sont tous au même niveau, quoi. Sachant qu'il y avait un truc qui était assez pervers sur le 3. Si je me souviens bien, donc le soir de l'avant-première, donc il y avait des avant-premières à minuit, notamment dans le cinéma pas loin d'où. On y était avec Julien, nous. Oui, Pardon? on y était. Vu ensemble à minuit. Ouais. Voilà, donc ben, moi aussi je devais aller à l'avant-première donc au cinéma d'Evry, je sais plus quel soir à minuit, et donc je sais plus quelle chaîne de télé avait diffusé juste avant l'avant-première des épisodes de Clone Wars de Tarkovsky, avec Oui. des qui justement introduisaient notamment Dark Sidious. Ah oui. Non, comment il s'appelle Sinon. le Le général robot, là. Oui, Grievous. Grievous. Merci. Ah oui, c'est une catastrophe dans le film Grievous. Hein. Voilà, mais du coup, moi, j'avais découvert genre quelques minutes, quelques heures avant la première Grievous, et tu te dis putain, ça va être génial, quoi, parce que bah, dans les Clone Wars, il a de la gueule. Ouais. Et après, tu le découvres Et- sur grand écran et Et surtout, moi, je me souviens qu'il y avait toute une backstory, je sais plus dans quel magazine, peut-être bien Première, enfin, un magazine qui t'expliquait toute la backstory de Grievous. C'était un personnage qui était, enfin, vraiment scarifié, qui avait perdu, enfin, tu sens, il y avait vraiment une histoire assez tragique derrière ce personnage. Et je me dis, putain, chouette, enfin, un personnage qui va ressembler un peu à du Star Wars, enfin, qui sera peut-être un peu plus opératique. Et en le voyant dans le film, l'espèce de robot qui tousse, tout ça, tu te dis, putain, c'est ça, c'est tout. Mais sa backstory, elle est où? C'est juste pour faire joli dans un magazine, quoi. Mais bon, bah voilà. Ça, moi, enfin, en tout cas, c'est à partir de là que j'ai lâché l'affaire. J'ai mis du temps à faire mon deuil. Et je suis même pas sûr d'avoir réussi à le faire, en fait. La preuve, on y revient encore, toujours et encore et toujours. Alors Ouais. que Star Wars 8, fondamentalement, quand j'y allais, j'en avais rien à péter. Je connaissais déjà toute l'histoire, on m'avait déjà tout spoilé. Je me suis dit, ouais, ça a l'air quand même assez con, quoi, comme film. Et est-ce qu'on évacue pas déjà la question la plus obvious? Qu'est-ce qu'on en a pensé de Star Wars 8? Pour revenir un peu après à la réception et à la nouvelle trilogie. Peut-être évoquer l'annonce de Disney et puis notre réception du 7, parce que pour le coup, on a fait un épisode de Monsieur Bobine dessus cette fois. Oui, d'ailleurs c'est le seul épisode vraiment à charge. Hein. Bon, on a fait d'autres épisodes un petit peu plus critiques, mais celui-ci, Sur Simpson et Bruckheimer, on dit pas forcément que du bien d'eux, mais ouais. Non, C'est mais vrai, même celui c'est- sur Watchmen qui a fait couler pas mal d'encre chez les fans, finalement, il n'est pas écrit sous une impulsion. Je pense pas, Aurélien, en tout cas, que tu l'as écrit sous. non, enfin, je veux dire, autant personnellement, je peux vraiment ne pas aimer le film, et enfin, l'idée n'était pas de le dégommer non plus, mais plutôt Non. pas de s'intéresser, ouais, aux différences, à comment une petite différence en termes de scénario, qui se justifie de façon narrative, et j'ai pas de problème avec la justification des scénaristes sur pourquoi ils ont dégagé le poulpe, mais peut symboliser différentes choses. C'était surtout, voilà, Et l'épisode sur Star Wars 7, enfin, Cyril, on l'a écrit quasiment dans la foulée de la vision du film. Là, ça part d'une impulsion. Alors, pas forcément de ça colère, répondait à un tout ça, besoin, mais- ouais. Il Ça fallait, répondait à un il besoin, fallait quoi. le sortir celui-là, ouais. Ouais. Alors que. J'imagine que c'est un pareil. peu l'équivalent des mecs actuellement qui font des pétitions ou qui disent nous les fans de Star Wars nous entrons en rébellion contre Disney. C'était notre réaction épidermique à nous. C'est ça.
Oui, finalement, on a beau se moquer de ce genre de réaction, c'était pas Si on est c'était pas très moins différent. ridicule qu'eux finalement. Mais... Je sais pas, oui, peut-être. Bah, mais c'est ça, oui, en fait. C'est qu'il y a... Il y a malgré tout, on a beau dire que c'est Star Wars, on s'en fout, il y a toujours quelque chose qui nous ramène à ça, à cet univers qui nous a fait grandir quand même, quoi. Ouais. Après, j'avoue, autant il y a toute une partie de moi qui est curieux, mais c'est à la fois par rapport à Star Wars qu'ils en font, et puis par rapport à dire au côté industrie, au côté comment tu développes une franchise. Personnellement, j'ai une vraie curiosité de ouais, comment ils vont se débrouiller pour développer le truc et qu'est-ce qu'ils vont en faire. Et Et que ce soit en ça bien pour ou moi, en c'est mal. différent. Ouais. Ouais, oui, mais pour moi, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles ouais, j'irai voir l'épisode 9. Par Hmm. contre, bah, typiquement, Solo, J'ai pas vu, moi. non, en fait. Ben voilà, ça me. Mais Bah, je le verrai, bah, c'est comme les films Marvel, hein, en import albanais ouais, ou tu le verras en avec vidéo, avec ton mais... fils. Bah, je lui ai pas encore montré la prélogie. Il a vu les Star Wars 3, 4, 5, enfin 4, 5, 6, pardon. Mais il a pas encore vu. Et là, en ce moment, il regarde Samurai Jack, hein, qui, bah, comme le disait Rafik Jomi, est finalement le véritable héritier de Star Wars actuellement, quoi. Enfin, Ça va peut-être un peu violent la dernière saison de Samurai Jack. il est pas encore rendu, hein. Ouais, Il est qu'à la saison 1 et je suis pas prêt de lui montrer la dernière non plus, hein. ouais, ouais. Il y a des têtes tranchées et tout. Mais en revoyant les premières saisons, tu te dis quand même, c'est vachement gore. Sauf que c'est des robots. Mais c'est des robots avec des boyaux, des bouts de machin qui partent dans tous les sens. Enfin. Mais même Rogue One, voilà quoi, le film est passé et puis bon, Ouais. si j'étais furax quand même à la sortie de Rogue One parce que j'avais trouvé ça. Bah pour le coup, mon Rogue One, ça m'est passé relativement par-dessus la tête. M'a fait à peu près ni chaud ni froid. Par contre, effectivement, j'avais pas participé à l'épisode de Bobine sur l'épisode 7, mais ça m'avait assez agacé. Clairement, c'est un des rares films vus récemment qui m'a agacé. Et Plus pour le, aussi. plus pour le côté en fait bah, de la mystery box de DJ Abrams quoi, qui est en fait déjà un travers d'écriture dont je suis pas très fan Alors, tu veux en dire, série. c'est Enfin la voilà Mystery Box, globalement. c'est tout le flashback sur les origines de Rey qui font effectivement très très série télé. C'est Il n'y a pas que ça. Enfin je veux dire il y a le fait de pas vouloir révéler qui est Snoke, de pas mettre en place énormément de choses, de les laisser comme ça dans le brouillard alors que ça aurait pas demandé forcément grand chose d'expliquer qui est Snoke, mais voilà d'essayer d'en faire une figure mystérieuse. Ben, c'est le Hmm. chef du First Order. Ok, bah dites c'est le chef du First Order. À la rigueur, balancez en 2 phrases sa backstory et on n'en parle plus. Mais il y a voilà le travers d'Abrams, Oui, c'est ça. Ouais. voilà Bah, moi, qui a tendance à mettre comme ça des couches de mystère. on l'avait déjà Pour dit certains dans ça marche et je ouais. veux bien croire que certains que des gens apprécient ça honnêtement et j'ai pas de problème avec ça. Personnellement, c'est quelque chose qui a tendance à m'agacer et qui m'avait fondamentalement agacé quand j'étais sorti du Bah, après de le l'épisode coup 7. des origines de Rey, c'est à mon avis, enfin je pense, hein, c'est effectivement la mystery box d'Abrams qu'on retrouve dans toutes ces séries. Mais il y a aussi l'héritage de toutes les trilogies avec qui est le père de qui. Enfin, c'est toujours une espèce de dynastie familiale. Et quelque part, le fait de continuer ça, de continuer dans cette encore de dire bon bah voilà, un personnage a forcément une origine célèbre, tout ça, ça renforce ça renforce un peu l'aspect télévisuel, je trouve, enfin série télé de l'univers quoi, enfin de ce qu'il est devenu. Je trouve de réduire ça à finalement une simple famille. Parce que Ouais, et puis c'était. bon, Faut c'est arrêter malin les aussi conneries. d'un point de vue marketing, puisque d'après ça turbine sur tous les machins, avec les théories et à tout va. Donc on continue de discuter du film longtemps après. Oui. Une nouvelle théorie est apparue. Alors en fait, ça serait la petite fille de Obi-Wan Kenobi. Ouais, mais non. Alors en fait, Snoke, ça serait Ezra Bridger, le héros de Star Wars Rebelle qui a mal tourné. Enfin, tu dis tout et n'importe quoi. Puis on va pas refaire l'épisode. Et finalement, tu vois Star Wars épisode 8 et puis bah, c'est genre, ah bah non. Ouais. Après, cela dit, à la décharge d'Abrams, le côté comme ça très, on va dire Skywalker centrique de l'épisode, enfin de ce qu'il laissait présager l'épisode 7, c'est quelque chose qui était déjà dans l'univers étendu. Enfin, je veux dire, c'était un des gros paradoxes de l'univers étendu, de faire en sorte que on te disait non, mais on explore la galaxie dans tout ce qu'il y a de plus large et dans tout ce qu'il y a de plus ancien. Mais tu vois, tel personnage qui est un maître Jedi il y a 1000 ans, hop,
Ben, on va trouver un moyen de te lier à, par exemple, Yoda, parce qu'il faut à un moment retrouver des liens avec Oui, c'est ça. Ouais. avec la trilogie originale obligatoirement. Et bah même s'ils sont débarrassés de l'univers étendu avec la nouvelle trilogie, je pense que c'est parti aussi d'un certain ADN Star Wars qui avait été mis en place depuis 30 ans. Donc à un moment, voilà, je veux pas non plus jeter complètement la pierre à Abrams à ce niveau-là. Je suis pas persuadé que c'était un bon choix, mais je peux comprendre en fait d'où il vient. Enfin, c'est pas quelque chose qui était nouveau comme ça de tout ramener aux Skywalkers et de tout ramener à la trilogie originale. J'avoue, je connais très peu l'univers étendu. Je connais les jeux vidéo qui, effectivement, enfin, quelques-uns en tout cas, qui raccordaient presque tous avec la famille Skywalker. Ouais. Bah, Mais dans après, l'univers ça restait des figures lointaines. C'est un peu quand tu fais un Terminator, forcément, tu vas évoquer John Connor, mais tu peux l'évoquer de Il n'y avait façon pas plus ou moins Knights of the Old Republic, là, pour le coup, qui avait absolument aucun lien. Kotor. J'ai jamais joué. Non plus. Knights, enfin, KOTOR. Ouais, Kotor. C'est plus facile à prononcer. Non, nous dit Luther Brackett, il est déjà sombre. Ah non, c'est autre chose. Autant pour moi. C'est une autre discussion. Bah super, on voit qu'on nous écoute sur le général. Non, mais bon. Après, je sais pas. Honnêtement, je serais bien foutu de dire ce qu'auraient dû faire ou pas les auteurs de Star Wars 7 parce que la pression était telle sur la franchise, la pression des fans. Je pense qu'ils ont joué la sécurité, je comprends tout à fait. Globalement, nous, les reproches qu'on adressait dans notre épisode, bah, vous le reverrez, on va pas le refaire, mais c'était de dire qu'en fait, quand une saga comme Star Wars puisait, même la prélogie, puisait un peu partout, en fait, ça puisait dans des films de samouraï, de la Seconde Guerre mondiale, enfin, il y avait vraiment des influences multiples dans les mythes, dans l'histoire, dans Flash Gordon, et finalement, Star Wars 7, ça puisait que dans Star Wars. C'est-à-dire qu'il y avait qu'une seule source. Ce que je pense n'a pas fait Rian Johnson. Rian Johnson revient avec son Star Wars 8 à plus de sources. Il revient au cinéma de sabre, il revient à des images qui évoquent finalement un autre univers que celui de Star Wars. Et finalement, en faisant ça, il réévoque Star Wars, quoi. Paradoxalement. Et du coup, Star Wars 7 réduisait complètement l'univers, ça en faisait un raisin sec, quoi. C'est que t'avais un univers qui était monstrueusement large dans la trilogie originale. Le tout premier Star Wars de l'épisode 4, c'était 4 décors à tout casser. C'est Tatooine, l'étoile de la mort, la base de Yavin, et quoi d'autre et le Faucon Millenium, il y a quasiment que ça. Côté, t'avais tellement de références à Dantooine, le run de Kessel, Ouais. etc. Et on te balançait ça comme ça, comme des évidences. Ouais. C'est ça, on ne te l'expliquait pas. C'est la méthode Seigneur des Anneaux, quoi. T'as 15 000 appendices et 15 000 trucs qui sont évoqués. Et tu te dis ça, il y a limite Harry Potter, matière à en faire. qui t'évoque le monde de la sorcellerie sans que tu bouges Harry quasiment Potter, des poulards, quoi. Oui, voilà. Et ça s'est complètement perdu dans le 7. Ça s'était pas perdu dans la trilogie originale, sauf peut-être le 3e épisode qui, lui, pareil, revenait essayer de tout faire rentrer dans les cases de Star Wars, à tel point que le final en devient un petit peu ridicule. Mais oui, cet épisode 7 réduisait complètement un univers qui était extrêmement vaste. Et honnêtement, je ne sais pas comment auraient réagi les fans s'ils avaient directement commencé par ce qu'ils auraient dû faire, c'est-à-dire ce que fait Rian Johnson, quoi, casser le moule. Je sais pas, encore une fois, la conclusion de notre épisode, je vais pas vous la refaire, mais enfin, je vais pas vous refaire tout l'épisode. C'était de dire, espérons que Rian Johnson s'inspire plus d'une autre franchise qui était sortie la même année, enfin qui avait ressuscité la même année, c'était Mad Max Fury Road, dans lequel George Miller fait péter littéralement le personnage dès les 10 premières minutes. Il fait péter l'interceptor, Max se fait capturer, se fait tondre, et pendant la première partie du film, il est quasiment absent, il est attaché à un poteau et il parle plus, quoi. Et c'est ça, c'est qu'en fait il fait péter son univers et après il récupère les bouts pour refaire un univers neuf à partir d'anciens, à partir de tout ce qu'il a pu faire éclater. C'est ce que Rian Johnson, à mon sens, essaie de faire dans l'épisode 8. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une intention plutôt louable. Oui. Enfin, moi en tout cas ça m'a plu. Je sais que c'est le point de friction, j'ai l'impression, des fans en général. Alors, je sais pas comment les gens sur le général, le chat général prennent la chose, mais moi c'était la seule vraie bouffée d'air en fait du film, quoi.
se dire bon bah on fait tout cramer, on fait tout péter, fuck les Jedi, fuck les trucs. Et tu te dis mais oui putain enfin. Sauf qu'en fait tu te rends compte qu'ils font ça à la fin de l'épisode, enfin à la fin du film. Et tu te dis bah voilà ça y est la trilogie commence dans les 10 dernières minutes de l'épisode 8. Et bah Luther Brackett dit sur le général il fallait faire ça dans le 7. Bah oui, il fallait faire ça dès le début du 7. Mais encore une fois, je sais pas. Je pense que les fans auraient hurlé dès le début en fait, ça aurait gueulé. Je suis d'accord avec toi et c'est presque même une des choses qui m'a agacé à la fin de l'épisode 8. Donc c'est quand Luke fait cramer le sanctuaire Jedi et Oui. pense faire cramer les livres sacrés Jedi ou whatever qui était dedans et voilà, je me disais hey, cool, ça y est, on repart sur un truc complètement différent, on va peut-être avoir je sais pas une nouvelle façon de voir la Force qui sera plus basée sur l'espèce d'ordre très hiérarchique des Jedi et tout ça, et en fait à la fin on te montre que non, Rey a récupéré les bouquins et quelque part j'étais un peu presque déçu à ce niveau-là en me disant mais vous aviez une super occasion là de vous en débarrasser, genre de brûler le pont derrière vous, et à partir de là fallait y aller, fallait foncer dans l'inconnu, et en fait non, ça va sans doute revenir sur maintenant on va encore ressusciter les Jedi, ce qui est un côté paradoxal en fait dans la mesure où quelque part ce que te montrait la prélogie, c'est que l'ordre Jedi aussi était destiné à tomber, hein, parce que c'était dans la prélogie c'est quand même des sacrés gros connards les Jedi. Bah oui. Je m'excuse auprès de Luther Braché, que j'ai prononcé Luther Brackett. Je ne sais pas pourquoi. Désolé, voilà. Donc Luther Braché. Oui, excuse-moi, vas-y. Non, je voulais dire que dans la prélogie, globalement, les Jedi, c'est quand même des gens extrêmement butés, avec un ordre accroché à un ordre extrêmement rigide et finalement qui prône la non-intervention, mais qui font malgré tout la pluie et le beau temps sur la galaxie, quoi. Voilà. Et effectivement, tu pouvais te dire que l'idée que d'un coup la Force ne serait plus en fait contrôlée par cet ordre Jedi super rigide, mais serait aux mains de personnes qui auraient un rapport beaucoup plus organique et beaucoup plus personnel à la Force, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire avec les livres Jedi dans les prochains épisodes, mais j'avoue que moi c'est la perspective, disons, d'un changement à ce niveau-là m'enthousiasmait plus que le fait de revenir encore une fois sur les mêmes Jedi, quoi. Bah après ouais, je sais pas. Je me dis même le 8 en fait ce qui démolit par rapport au 7, c'est-à-dire toute l'histoire, toute l'intrigue sur les origines de Rey, même ça à mon avis ils peuvent revenir dessus, j'ai l'impression. Enfin, vu que c'est comment il s'appelle Kylo Ren qui est désormais le grand méchant de la trilogie. C'est Abrams qui revient, donc il peut réparer ce que l'autre a défait et revenir. Je pense qu'il devait, je suppose, dans un coin de sa tête plus ou moins avoir la réponse à cette question-là. Honnêtement, je pense pas. Hein. Je pense pas. C'est un truc qui m'intrigue vraiment énormément, mais j'ai l'impression que le 7 a posé pas mal de choses, acheté pas mal de trucs en l'air, et après ils ont dit on va voir ce qui va retomber sur Internet. Mais à mon avis, les mecs ne savaient pas du tout. Enfin, ils avaient peut-être un petit élément de réponse, mais globalement, on va d'abord voir. Tu peux avoir les mêmes interrogations sur Lost, genre non mais bon, ils balancent des mystères et puis débrouille-toi pour les réponses. Ils en savent rien. Après, c'est compliqué à savoir. Alors Lost, un petit aparté, à la toute fin, je crois, ils avaient repris un élément de la toute première saison. Et pour montrer, regardez, on avait bien pensé à tout ça, où il y avait, je crois, 2 cadavres, je me souviens plus du tout des détails, mais en gros c'était la preuve que l'arc final de Lost était bien pensé depuis le début. Auquel cas, c'était un petit peu un pied de nez à tous ceux qui disaient que ça se barrait en couille, quoi. Même si ça se barre effectivement en couille en plein milieu. À mon avis, j'ai jamais réussi à trancher pour savoir à quel point c'était préparé tout ça. Et je suis un peu pareil par rapport aux questions posées dans Star Wars épisode 7 sur Snoke et sur les parents de Rey. Grosso modo, c'est ces 2 points-là, hein. Bah surtout que visiblement Snoke on saura jamais, puisque bon, alors on va spoiler je pense qu'on a déjà commencé à spoiler comme des salles, mais enfin il se fait tuer comme une merde enfin pas vraiment comme une merde, mais il se fait tuer dans l'épisode 8 et voilà, c'est fini maintenant, on passe à autre chose, quoi. Donc bon, moi je pense qu'il était juste des mecs qui sont convaincus sur internet qu'il va réapparaître, qu'il a fait croire à sa mort, je sais pas trop quoi, enfin c'est tel que c'est mis en scène, mais j'ai vraiment du mal à le croire. Pareil.
T'as Après, même une espèce c'est, de plan de coupe où tu vois sa langue qui inerte, qui sort de sa bouche. Genre, tu te dis, bon, Oui. non, tu fais pas ça quand tu simules ta mort, quoi. Enfin, j'ai cru comprendre que, comment il s'appelle, Dark Smoul revient dans Solo, non? Oui, Absolument. Il s'est fait recoudre le bide, en fait, c'est ça? oui, mais ça c'était Après, une en partie plus ou l'occurrence, moins- ouais, voilà, c'est le plan de Melkor, effectivement, c'est ça, avec la grosse langue. Oui, voilà, ouais. Truc un peu trivial et tout. C'est vraiment une manière de dire, non, non, il est mort là, vraiment. Regardez ce plan. Ouais. Ouais, Dark Ouais. Maul revient. Après, enfin, ça fait un moment que c'est posé dans les Clone Wars et dans Star Wars Rebels, hein, que le mec a survécu. Il y a son frère qui l'a réparé, qui lui a mis un corps Tu dis dans les robotique Clone Wars, rapidien. les C'est Clone devenu Wars, un tu chef veux de la parler mafia, du- enfin. Tu veux Alors, parler pas la des Clone série Wars de Tarkin. Non, Voilà. la série en 3D qui a suivi, quoi. Oui, voilà. Celle qui a démarré en 2008. Pour remplacer, du coup, celle de Tartakovsky qui devenait trop bien pour les critères de George Lucas. Ce qui était vraiment, enfin là, pour le coup, on en a pas parlé vraiment, mais c'est vraiment le dernier bastion de Star Wars, hein. Moi, quand j'ai regardé ça, je dis, mais putain, même la prélogie, ça peut avoir de la gueule, en fait. Donc, bon. Bah, remarque, l'épisode 8 aussi, ça m'a donné cette impression, c'est de me dire, putain, même Star Wars peut avoir encore de la gueule. Il y a quand même des plans vraiment... on sent que pour une fois, il y a un réalisateur derrière, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même 2-3 scènes qui valent au Ah, moins bah, le coup d'être vues en salle, hein. Clairement la scène Combat au du- sabre, là, avec les gardes de Snoke. Oui, Ouais. celle-ci, elle est mortelle. Ouais. C'est ça, bah les plans dans le désert de sel des vaisseaux rebelles qui s'avancent Mm. vers l'armée du Premier Ordre avec les traînées rouges. Non, non, il y a effectivement des trucs qui ont de la gueule. Mais j'ai oublié qui disait ça sur le chat général. Effectivement, il y a des plans superbes, il y a aussi des plans complètement pétés. Enfin, il est à ce Oui. niveau-là très bizarre mais c'est un film très bizarre, je trouve, le dernier des Jedi, avec plein de bonnes idées, plein de bonnes intentions, et en même temps des trucs qui passent pas du tout. Enfin, typiquement, Bill Kiyoshi l'a partagé sur le général et Blunt l'avait partagé hier. L'article de Film Critical qui reprend point par point et dans ses moindres détails en fait, notamment tous les arcs narratifs des protagonistes est extrêmement intéressant là-dessus, extrêmement argumenté, extrêmement détaillé. Et c'est assez étrange parce que quand je lis en fait la façon dont il décrit les différents arcs narratifs, effectivement, il y a énormément de choses qui se tiennent, mais ça correspond pas en fait à l'expérience que j'ai eue en salle. Donc je pense il y a clairement eu des problèmes aussi on va dire dans l'exécution, dans la façon dont les arcs narratifs durent, dont ils s'entremêlent, dont on passe de l'un à l'autre au niveau des mondes. Voilà. Il y a Ça, clairement un gros problème avec tout l'arc de la planète Casino qui est complètement inintéressant et qui n'est là que pour faire exister un personnage qui n'a plus de raison d'être, en fait. C'est-à-dire Bah, Finn, pour moi, il pourrait le laisser dans le coma pendant tout l'épisode 8, ça changerait pas grand-chose, on s'en branle un peu, quoi. ouais, alors par exemple, dans le cas de Finn, un des arguments dans le film Critical, Mm. c'est que le Finn à la base dans l'épisode 7, c'est donc un Stormtrooper qui à un moment se rebelle contre Premier contre le ordre. First Order, mais qui a pas en fait de cause à ce moment-là, qui c'est juste en fait qui veut plus être numéro. Et en fait tout son arc sur la planète Casino, c'est en gros c'est lui qui a vécu dans une espèce d'isolement en étant Stormtrooper, de se rendre compte en fait du monde dans lequel il vit et ce qui va l'amener en fait à vraiment adopter le camp des rebelles. Et ce que disait Film Critical, c'est que l'aboutissement de son arc, c'est pas tant quand il bat Phasma, c'est quand Phasma lui dit, enfin le traite de scum et que lui répond non, not scum, rebelle scum, et qu'il assume enfin de dire voilà, Ouais. maintenant je suis dans la rébellion. Et c'est ça en fait son arc. Ouais. Mais je veux bien, mais typiquement, ça prend du temps. Et tu te dis, et c'est un des paradoxes du film, c'est pourquoi ça lui prend tant de temps. Mm. Et Oui, et c'est là, ça, c'est pareil, c'est et- quelque chose qui aurait dû être fait dès le 7, en fait. Enfin, il y a poser de le ça. Ça, c'est les personnage personnages peut ont tendance à pas trop bouger. C'est un peu un souci Ouais. finalement. Dans le 8e,
Bah, tu peux en penser ce que tu veux, mais enfin, les personnages principaux sont différents à la fin Oui. par rapport au premier. C'est le cas de Finn, c'est le cas Podamoron aussi. Bah tous, a les personnages compris, principaux. ouais. Il a compris. Comment elle s'appelle? Rey s'assume en tant que Jedi. Elle Dans assume le ses premier, origines. je veux dire, ils sont quasiment inamovibles. En fait, t'as juste, voilà, Finn prend une décision à un moment donné au début, mais enfin, heureusement, c'est pour exister en tant que personnage. Mais sinon, Rey me semble plus ou moins le même personnage à la fin qu'au début. Ah bah bouge pas, même dans sa Éventuellement, maîtrise de la Kylo force, il y a Ren qui absolument a, aucune voilà, initiation. Kylo Ren qui s'est prouvé un truc à lui-même, quoi. Mais Oui, c'est tout. tout. Ouais. Bah Kylo Ren qui d'ailleurs pète le casque dès le début du 8 en fait, enfin pour montrer, bah voilà, ça y est, maintenant on passe à autre chose quoi. C'est limite la note d'intention, ce petit plan. Ouais, je sais pas. J'avoue que d'une certaine façon, je suis sans doute pas mal influencé par l'article du film Critique. J'ai Enfin, pas eu il le est temps de vraiment le lire pour le coup. honnêtement très bien et Ouais. bah, le gars il est quand même très fort. Faut être honnête, il est Bah très fort. ouais, il est Ouais. assez fort. Et Et j'apprécie qu'il écrive plus en caps lock, ce qui est extrêmement pénible à lire. oui, c'est très appréciable. Voilà. Mais en fait, un des points qu'il élude un peu, et en fait, qui pour moi est un des trucs centraux, c'est que quand il dit ben, l'arc de Finn, c'est l'arc de quelqu'un qui passe, on va dire, d'un mec qui s'est enfin détaché du First Order et qui maintenant va rejoindre la rébellion, euh, il passe sur le fait que bah, pour énormément de gens en fait dans Star Wars si t'es pas du côté de l'Empire enfin ou du First Order t'es dans la rébellion Hmm. et et je pense qu'en fait c'est un des points d'achoppement et que lui pour des raisons enfin qui lui sont probablement personnelles ne voit pas peut-être parce qu'il se concentre énormément justement sur l'aspect purement narratif et qu'il élimine tout ce qui fait la particularité de Star Wars et l'attachement de pas mal de gens à Star Wars. Ben, c'est le fait de dire ouais mais en fait ils auraient pu se passer de cet arc narratif parce que c'est Star Wars et bah, Star Hmm. Wars ouais si t'es un gentil t'es parmi les rebelles et on n'a pas besoin d'un arc narratif pour qu'un personnage enfin du moins qui prend tout un film pour qu'un Ouais, c'est personnage peut-être pour ça, rejoigne hein, la parce que rébellion quoi. effectivement, son arc a un sens finalement, mais comme tu dis, pour moi c'était déjà un rebelle à la fin, quoi. Ben oui À la fin mais du en fait 7, quand tu le vois prendre même un sabre laser pour se dresser, tu te dis ça y est, c'est un rebelle, t'as pas besoin de revenir sur ce point. C'est comme si mais tu faisais un film entier pour expliquer que Han Solo est un brigand voilà, bah, pour film criticule qu'à la fin du 7, c'est pas un rebelle. Et c'est pour ça qu'au début du 8, en fait, tout ce qui Ah ouais. l'intéresse, c'est de sauver Rey, qui est en fait, lui, tout ce qu'il voit, c'est, il y a ma pote Rey qui est en danger, je veux l'aider. Mais Ah oui, c'est alors, pas, je veux aider la Ludo résistance. G sur le général dit effectivement non dans le 7, il ne cherche que Rey, il se fout de la rébellion. Ouais, oui, c'est vrai, mais pour moi, dans ma tête, dès que tu le vois avec un sabre laser, même défendre quelqu'un, ben, ça y est, il fait partie de la rébellion. Oui, mais ça, C'est quelque chose qui est quand même pas, qui pour moi ne nécessite pas, oui, bah, c'est comme tu disais, ça nécessite pas un film entier. C'est quelque chose que tu poses assez rapidement, puis basta. Après, tu mais fais grandir tes personnages, tu les fais se battre, tu leur. et ça, je pense qu'en fait, c'est quelque part à la décharge finalement bah, presque de tout ce qui va arriver dans les prochains films. C'est que, ça va être très difficile en fait de composer entre ce qu'on veut raconter et cette espèce d'attente qu'ont les gens ou voilà comme tu dis quelqu'un qui a un sabre laser qui n'est pas rouge bah, il est gentil Oui, voilà. et Ouais. en fait comment tu veux raconter et si tu veux en fait faire des arcs narratifs détaillés comment tu gères avec les raccourcis que les gens ont dans la tête Hmm. c'est vachement compliqué en fait. Bah surtout, oui, le set se prête énormément à toutes les interprétations, vu qu'il y a des plot holes énormes, les gens ont comblé les trous et du coup attendent d'avoir ces. Enfin, ouais, je sais pas, c'est compliqué tout ça. Hmm. Hmm. Enfin, à ce niveau-là, il y a vraiment un côté extrêmement fascinant sur aussi ce que ça révèle de Star Wars et, et ça en fait quand même un objet assez unique, quoi, Ouais. que les gens, que les spectateurs aient tellement de choses dans la tête lorsqu'ils vont voir des films. Je connais pas beaucoup de franchises qui sont à ce point-là. Hmm. Euh, Je veux dire, la seule Bah, franchise
qui a fait ça, effectivement, ça a été Matrix de créer un univers et après de casser le jouet à Oui. l'épisode 2 de façon ouverte Très et violente, délibérée ouais. et extrêmement violente. Mais clairement, c'est quelque chose que les Star Wars peuvent pas se permettre de faire non plus. Et donc, comment on compose avec tout ça, c'est Bah moi après là où je me dis il y a peut-être encore un petit peu d'espoir, c'est que il y a la fameuse nouvelle trilogie qui va être confiée à Rian Johnson, qui elle apparemment est détachée de l'original. Enfin, il se passe, je ne sais pas, ça se passe pas du tout à la même époque. Donc avec des nouveaux personnages, avec une nouvelle intrigue, tout ça, avec surtout un réalisateur aux commandes. Je suis pas un fan, un archi fan de Rian Johnson, mais bon, il a quand même 2-3 films à son actif. Le mec sait composer un cadre, il sait raconter une histoire, et il l'a prouvé dans Star Wars 8, en tout cas pour moi. Même si j'ai des grosses réserves aussi sur le film. Et le voir comme ça aux commandes d'une trilogie où il sera maître à bord de la narration et, enfin, j'espère en tout cas, des 3 épisodes, je me dis pourquoi pas. Est-ce que le 7 était pas de toute façon, est-ce que la nouvelle trilogie était pas de toute façon condamnée à décevoir à un moment ou à un autre, parce que de toute façon c'est avec toutes les attentes qu'on a, toutes les attentes, même nous, hein, enfin, moi j'avais quasiment aucune attente narrative et pourtant le film a réussi enfin le 7 en tout cas, a réussi à me foutre en colère avec des personnages que j'aimais bien, alors qu'à la base j'y étais allé en mode je m'en bats les couilles complet. Donc malgré tout, même quand on fait semblant, comme nous, de dire ah ouais non on s'en fout, bah non, ça réussit quand même à frapper quelque chose de personnel quoi. Est-ce que le meilleur moyen c'était pas directement de tout ratiboiser, de repartir à zéro, genre 1000 ans après, tu vois, enfin probablement et même dans ce cas-là, même dans ça ce aurait cas-là ça aurait probablement gueulé. Ouais. ça aurait gueulé. Mais pour moi, c'est tellement figé ou du moins il y a tellement d'éléments qui sont figés dans la tête des spectateurs et on peut, enfin, ce qui est compréhensible, je veux dire, c'est un des objets incontournables de la pop culture depuis Ouais. ouais, depuis 30 ans, bientôt 40. Ben non, depuis 40 ans. Plus de 40, ça fait 41 ans. 40, ouais. Ouais, voilà. Euh, que c'est extrêmement difficile de faire quoi que ce soit. Aussi un autre exemple moi qui m'a amusé à ce niveau-là, c'est typiquement la mort de l'amiral Akbar. Donc Oui. même je sais plus qui tout à l'heure en parlait sur le chat texte. Euh, un peu en mode ouais mais quand même ils ont tué l'amiral Akbar alors que ça venait de nulle part et c'est une réaction que je comprends parce que c'est vrai qu'avec les années les gens sont attachés à l'amiral Akbar, il y a eu le même sur It's a Trap, enfin c'est devenu une figure de l'univers de Star Wars. Alors c'est peut-être Alors une référence à la mort de Boba Fett complètement ridicule dans Retour du Jedi, je sais pas, qui est un personnage qui était vachement iconique et qui se fait évacuer comme une merde et bouffé par le sarlac, ouais, qui le rote. mais pour moi en fait enfin je comprends très bien en fait que des gens aient été choqués par la mort d'Akbar parce que bah, pour un fan de Star Wars, pour quelqu'un qui s'est attaché au personnage, ouais, ça a dû faire bizarre. Mais d'une part, objectivement, le personnage dans l'épisode 3 a pas un très grand rôle. Je veux dire, c'est un mec Oui, ça aurait pu être un autre sur un fauteuil personnage qui sort finalement. pour 3 phrases, quoi. Enfin, je veux dire, il a pas d'arc, il est juste là, quoi. Bon, ok, c'est un général. Hmm. Et puis après, tu te dis, ouais, et puis en même temps, c'est une guerre. Je veux dire, on est à une époque où t'as Game of Thrones qui zigouille des personnages principaux à tour de bras. Et d'un coup, en fait, un personnage de général qui est en plein milieu d'une guerre et qui meurt parce que ben, son vaisseau se prend un coup, ça Hmm. choque. Et Ouais. pourquoi ça choque? Parce que c'est Star Wars. Je pense qu'il y Parce a que le souvent, c'est... côté, il y a un côté un peu random peut-être aussi de la mort de Akbar, parce que tu cites Game of Thrones, mais Game of Thrones, je trouve l'un des gros talents de J.R.R. Martin, c'est de tuer ces personnages, de faire croire que c'est des morts accidentelles, alors que finalement leurs morts sont toutes plus ou moins logiques avec le personnage, aussi frustrantes puissent-elles être. Et là, pour le coup, la mort de l'amiral Akbar, déjà son retour n'a pas tellement de sens, et sa mort finalement ne clôt rien. Un peu comme, enfin, même la mort de Solo dans Star Wars 7, moi je la trouve à chier, et je trouve qu'effectivement elle n'a absolument aucun intérêt. Enfin, narrativement,
elle ne clôt pas l'arc de Han Solo, mais ils ont quand même essayé de faire en sorte que ça le soit. Enfin, tu vois quand même qu'ils ont essayé de raccorder ça à l'arc de Solo. Enfin, je t'avoue, je me souviens même plus comment il meurt en fait, Akbar. Limite, tu me l'as dit, je me souviens qu'il est dans Et le film, tu le vois pas mourir, il est vaguement évoqué parmi Oui, les il est évoqué, victimes. ouais. Tu le vois dans l'épisode? Enfin, je sais que tu le vois dans le 7 et c'était, on a vu le but, c'était On genre. le voit dans le 8, ouais, je crois. Akbar. Tu le vois Il me quand même semble, hein. physiquement à un moment donné? Je sais plus, j'ai Je sais oublié. plus. Il me semble, oui, on le voit, et en Oui, fait, on- son vaisseau se prend une torpille sonique, ou enfin bref, Ouais. un coup de canon ionique, quelque chose comme ça, et puis boum, quoi. Bah, Mais, si on le voit, enfin, ouais, genre deux plans, dit Vaudoudou, mais oui, il me semble que c'est ça, hein, on le voit pas beaucoup. Hein. Alors moi, c'est peut-être le moment de préciser que le Star Wars épisode 8, je l'ai vu qu'une seule fois en décembre dernier, en salle. Donc voilà, il y a quelques vieux souvenirs qui sont un peu dilués, hein, parce que. Bah, moi, je l'ai vu en salle, je finalement, l'ai revu avec ma femme il y a pas si longtemps, et j'en garde, enfin, j'ai été pas agréablement surpris, mais pour une fois, je me suis dit, tiens, j'en ai quelque chose à faire de ce qui se passe, ce qui était quand même plutôt pas mal pour un film Star Wars, ça m'était pas arrivé depuis un petit moment. Et en le revoyant, je m'attendais à revoir le truc à la baisse, et finalement, pas tant que ça. Je reste à peu près sur la même impression. Le film, oui, est tout pété de partout, mais malgré tout, il y a quand même de bonnes intentions. Il y a des plot holes monstrueux, les personnages sont complètement cons par moments, mais globalement, ça ressemble déjà plus à du Star Wars que ce qu'on voit depuis un petit moment, quoi. Enfin, pour moi, Star Wars, c'est quelque chose dont j'ai mis du temps avant d'en faire pas le deuil, mais de me rendre à l'évidence. Star Wars, c'est 2 films et demi. C'est la guerre des étoiles, c'est l'Empire contre-attaque et la première partie sur Tatooine du Retour du Jedi. Passer les Ewoks, après pour moi c'est plus du Star Wars, ça devient autre chose quoi. À partir de là, je me dis c'est plus possible de... Je rappelle que le dernier plan du Retour du Jedi, c'est ils font pas seulement la teuf avec les Ewoks, c'est qu'ils font une photo de famille avec Lando Calrissian qui tape des mains derrière comme un con. Et c'est ça le dernier plan quoi. C'est comme si tu terminais le retour du roi sur sur la même chose quoi, sur les hobbits qui font la teuf. Ouais super, on a sauvé le monde, boum. Tout le monde gueule sur Peter Jackson parce il y a 15 000 fins au Retour du Roi, mais lui conclut, il ferme un univers entier. George Lucas, lui, il referme aucune porte finalement, il dit juste bah voilà, ça y est, l'Empire est fini. Salut. Et tu dis oui mais comment on raccorde les... Qui gouverne à la fin? Qu'est-ce qui se passe? Et à mon avis, de ce gros manque... Enfin pour moi, le Retour du Jedi, ça ne se termine pas en fait. Hein. La fin, ça se termine... C'est pas acceptable comme fin pour un univers aussi vaste. Et je pense que s'il y a un univers étendu, s'il y a énormément de gens qui se sont déjà accrochés et ont eu le besoin d'écrire des choses, des fanfics, tout ce que tu veux sur cet univers, ça vient du fait que ça ne se termine pas. Et d'ailleurs, l'un des principes du 7, du Star Wars 7, c'est de réparer finalement toutes les erreurs du 6. Oui, c'est le 6. Du Retour du Jedi. C'est réparer l'arc de Solo. C'est quand même paradoxal quand même qu'il faille quand même réparer un film qui fait partie du panthéon d'énormément de personnes quoi. Jim Forever sur le général dit Han Solo devait se sacrifier et je pense que tout le monde l'a senti, tout le monde s'est dit oui. Solo ne sert à rien dans le 6, c'est une espèce d'adolescent amoureux transi de la princesse qui se contente de dire oh là là elle est plus amoureuse de moi, elle est amoureuse de Luke. En fait Luke c'est son frangin. Ok, c'est ça le personnage le plus iconique de toute la trilogie, ça devient une espèce de... Donc je sais pas, le 7 m'a donné vraiment cette impression de vouloir réparer le Retour du Jedi, en faisant finalement encore 10 fois plus de conneries que l'avait fait Lucas quoi. Notamment en tuant Han Solo d'une manière... pour moi Han Solo aurait dû se sacrifier, enfin... Encore une fois, on est à dire, ouais, ce qu'auraient dû faire les auteurs ou pas, mais Han Solo aurait dû, à mon sens, se sacrifier pour le salut de son fils, c'est-à-dire décider d'allumer lui-même le sabre laser ou de se tuer en fait, pour ne pas avoir à laisser le choix à son fils, pour ne pas que son fils puisse le tuer. Ça aurait eu beaucoup plus de sens, à mon avis, à mon humble avis qui n'est pas du tout scénariste à Hollywood, de faire en sorte que Kylo Ren ne puisse pas tuer le père, plutôt qu'il puisse le faire et qu'Han Solo ne puisse pas se sacrifier.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais il se fait vraiment tuer comme une merde à mon sens. Pour moi, personnellement, ça aurait été encore mieux en fait qu'il le tue entre le 6 et le 7 et que sa côte démarre sur Kylo Ren qui avait déjà tué son père. Hein. Parce que Éventuellement, ouais. dans Éviter la... de voir Après, le problème de c'est Kylo Ren, en c'est qu'il mode, n'arrive pas à tuer le père. Hein, vieux donc, gars dans son costume. Kylo Ren, de Oui. ce que j'ai compris du méchant, c'est qu'il n'arrive pas à tuer le père. Donc pour moi, c'était plutôt logique qu'il ne le fasse pas. Et qu'il finalement devienne complètement aliéné à cause de ça. Enfin, Ouais, c'est enfin, je quand sais même pas. l'un des plus gros principes de Star Wars, c'est tuer le père. Et l'Empire contre-attaque, on s'est tous mangé dans la gueule le je suis ton père, quoi. Et le fait qu'à la fin, ils doivent le combattre et ils doivent le, enfin, Oui. tu reviens Mais à ça. justement, je veux dire, quitte à voir Kylo Ren qui, partant de là, sachant qu'en fait c'était une des problématiques de la trilogie originale, autant te dire, bon bah voilà, Kylo Ren en fait c'est une espèce de Luke, ben ouais, il est passé, ça y est, il a fait ce que Luke avait résisté à faire, Hmm. il a tué son papa. Et à partir de là, on peut développer le personnage sur d'autres trucs que juste oh c'est devenu un gros méchant et ça y est il est Oui. perdu pour la cause. On peut en faire un personnage torturé qui voilà, on peut imaginer oui se dire que quand Luke en fait était sur le point de tuer Dark Vador, c'était pas forcément une bascule complète du côté obscur, mais c'était on va dire un point de non-retour au-delà duquel il y avait encore du conflit, Oui. mais un conflit qui était perdu d'avance et se dire que Kylo Ren était dans cette zone, va dire au-delà de la rédemption, mais encore en plein conflit personnel. Moi, ça m'allait, par exemple. Hein, je veux dire, Alors, il y j'avoue, avait, moi, c'est un truc qui ne marche pas pour moi, en tout cas sur le retour du Jedi, c'est le conflit final de Luke et de Vador. Hein. Le combat est vachement bien, la musique elle est incroyable et à chaque fois je suis porté par le truc, mais alors la résolution, à chaque fois je me dis non, c'est pas possible. C'est déjà Luke enfin, à la limite qui refuse le combat, très bien, mais alors le dilemme de Vador, c'est une catastrophe. C'est du cartoon, quoi. Il regarde à gauche, il regarde à droite, tu dis, oh, mon maître, ou... Pour moi, c'est limite dans les Simpsons quand ils sont sur un radeau en Afrique et qu'ils regardent d'un côté un embranchement qui va avec un arc-en-ciel et des animaux, et de l'autre des rapides, et t'es là, mais c'est quoi ce bordel, quoi? C'est vraiment... oui, non, effectivement, du point de vue de Vador, c'est assez catastrophique. Et pour être honnête, même le côté de, oh, regarde, il aime un robot, oh, comme moi, oh là Ouais, là, je ne putain. vais pas le tuer. Mais on va dire, jusqu'à ce point-là, personnellement, je suis encore client ok, il évoque Leia, ça fait basculer Luke Hmm. qui essayait de se calmer, mais voilà. Oui, jusque-là, ça va. Voilà. Et puis il y a le La musique fait décorum, vraiment il y a... beaucoup passer les choses. La Hein. musique fait Oui. beaucoup. Les chœurs là, ils sont assez terrifiants. Ouais. Et même Ouais. en album, finalement, ça rend même pas justice à la scène. C'est le moment où tu te dis, tu touches le désespoir complet. Je veux dire, en tant que dans l'intrigue, parce que moi le désespoir, c'est dès que j'ai vu les Ewoks. Mais voilà, c'est le moment où dans Star Wars, tu te dis tout est perdu. Et finalement, je trouve que au moins ce passage est réussi. Quand il évoque Leia et que Luke allume son sabre et hurle non sur Vador avec la musique derrière. Effectivement, il y a un petit goût de fin du monde qui marche du tonnerre, je trouve. Ouais. C'est un nom qui marche bien. Voilà. Sans compter qu'effectivement le montage alterné avec la bataille autour de la deuxième étoile de mort marche plutôt pas mal. Oui. Moi, je trouve que c'est cool, hein, le montage avec les trois espaces comme ça. Je trouve ça toujours assez kiffant. Hein. Ouais. Bah, ça relie des enjeux, en La fait, bataille ce qui finale, le combat manquait. spatial et puis le duel au sabre laser, le tour en même temps. Enfin, je trouve toujours le machin plutôt bien branlé, quoi. 35 ans après. Ouais. Et puis bon, l'arc narratif de Wicked quand même, c'est pas mal. Putain. Voilà, et voilà, tu casses tout. tu salis tout. C'est pour ça qu'on peut pas avoir des belles choses. Voilà. Ouais. Bon. Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? On n'est peut-être pas obligé d'y passer 3 heures, en fait. Hein. Non, ben globalement on a dit pas mal de choses déjà sur cet épisode 8 qui est très bizarre au final. Ouais. Je pense qu'aucun de nous ne l'a détesté en fait. Non, Non. mais après, d'un côté, je suis assez étonné de la réaction épidermique, et de l'autre, avec un peu de recul, je comprends ce
qu'on se posait comme question avec Cyril hier soir. Quand même de sacrées proportions. Enfin, là, honnêtement, bizarrement, le film est sorti depuis 6 mois, etc. Et t'as l'impression qu'il continue encore et ça empire, mais il y a des trucs un peu plus globaux qui dépassent Star Wars, là, sur... Alors, je sais pas, parce que ça reste quand même une poignée de fans un peu allumés. Ouais, ils sont peut-être pas très nombreux et très très bruyants, mais là, on disait qu'on était un peu comme eux. Voilà, on disait qu'on a eu un peu la même réaction quand nous on a fait l'épisode, mais faut dire. Mais j'ai pas cherché à lever 200 millions de dollars pour refaire l'épisode 7, ouais. Ouais, alors ça c'est fabuleux quand même. Mais c'est pareil, ça a été vu parce que Ryan Johnson et parce que parce qu'il y a eu des réactions c'est trop gagne, il y a des gens qui ont parlé. Ils ont polarisé un peu le truc, ouais. Ils ont polarisé là-dessus, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment plus de 4 ou 5 allumés derrière ce truc, quoi. Et l'autre truc, c'est que aussi même si on n'aime pas du tout et même si on a eu une impulsion de parler de Star Wars 7, moi perso j'ai absolument aucun problème avec le fait qu'il y ait des personnages féminins ou un noir voilà, tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de... rejoint toutes les problématiques autour de MeToo avec il y en a certains qui n'ont pas aimé que Poe Dameron se fasse donner la leçon par des femmes, qui soit un symbole de masculinité toxique, etc. Solo passe son temps à se faire engueuler par la princesse Leia, les gars. C'était déjà le cas dans Star Wars et quand bien même, en quoi ça poserait problème? Et en fait, le fameux manifeste qui a été publié là, nous les fans de Star Wars, il y a quand même un moment où il parle de masculinité, de rabaisser la masculinité, de trucs comme ça. Tu dis mais non mais sérieux quoi? Va falloir aller consulter un psy les gens quoi. Parce que les générales, les femmes générales, il y en a moins 2 dans Star Wars déjà dans la trilogie originale. Ça pose pas de problème. Ça pose de problème à personne. Tout le dialogue en fait entre Leia et Han au début de l'Empire contre-attaque, il est violent. Hein. Je veux dire, quand elle lui dit, de toute façon, toi t'es un mercenaire, vas-y, casse-toi, on n'a pas besoin de toi, quoi. Mais il y a une relation de séduction, donc forcément ils sont un peu sur un pied d'égalité. Et c'est marrant d'ailleurs qu'il y a eu des gens qui ont vu l'inverse finalement, qui ont vu du mansplaining partout et qui ont vu un simili-viol dans le moment où Han Solo s'approche de Leia pour l'embrasser. C'est limite la réaction inverse, tu dis finalement à tout politiser, tu oublies que c'est des personnages et que Leia est déjà une femme en voie, déjà une femme assez forte dans l'Empire contre-attaque, que c'est un général, que c'est une femme en pouvoir, et finalement les gens voient un petit peu ce qu'ils veulent, quoi. Moi Leia me pose absolument aucun problème d'écriture, si ce n'est sa fameuse scène Mary Poppins qui effectivement est pas très jolie, mais même le Holdo, je vois pas en quoi... Je trouve le personnage, le personnage, il y a des gros problèmes d'écriture autour de son arc, mais le personnage en lui-même, je vois pas le problème. Ouais, après, un des problèmes que j'ai, c'est que pour moi, c'est vraiment un personnage fonction dans l'arc de Poe, quoi. Et là, que j'aime pas mal pour coup, l'arc de Poe, va dire la tête brûlée, super doué, qu'à un moment, en fait, dont les supérieurs se disent, lui, c'est le prochain chef de la rébellion, c'est sûr, parce que, voilà, c'est lui, quoi. Mais alors, sur le papier, je veux bien. Par contre, effectivement, dans la diégèse, dans le film, je ne comprends pas pourquoi ni Leia ni Holdo ne font fusiller en fait ce personnage qui fait quand même péter la résistance à lui tout seul, quoi. Ouais, parce qu'elles ont bien, t'as tout le côté, du petit génie, du mec surdoué, charismatique, qui à un moment va prendre, va prendre le relais. Je veux dire, c'est un des seuls trucs intéressants. Non mais l'archétype est évident, c'est juste que l'écriture est complètement pétée là pour le coup. Oui. Mais l'archétype effectivement, il n'est pas nouveau quoi, c'est quand même. Voilà. Et du coup, l'arc narratif, il est aussi classique quoi. C'est la tête brûlée qui doit apprendre que être un chef, c'est justement ne pas être une tête brûlée tout le temps et c'est savoir prendre des décisions, savoir se tenir à des plans, savoir respecter. Ce qui était d'ailleurs un petit peu le cas de Han Solo, qui est le personnage égoïste qui au final finit par devenir un général de la résistance, je crois, ou au moins en tout cas il a une position assez haute dans la résistance et fait sa part comme n'importe quel. Il devient général, ouais. Oui, c'est général Solo. Oui. Et il est sous les ordres de la princesse en fait. Alors que finalement c'est un type qui voulait pas avoir qui refusait tout ça, il refusait l'autorité, il refusait de s'engager dans une cause, il refusait d'avoir d'être engagé dans une liaison et d'avoir des choses à perdre autre que son vaisseau et sa petite personne. Donc je vois pas en quoi un personnage comme Poe Dameron finalement est quelque chose d'inédit et finalement je sais pas, ça me pose pas de problème sur le papier,
Moi non plus, mais ça fait partie, en fait, ça fait partie des arcs, pour le coup, que j'aime bien. Typiquement aussi, comme l'arc de Luke, qui a apparemment fait gueuler beaucoup de monde, mais Non, je sais Luke, en pas. tant que vieux mec aigri, parce que C'est son tout plan à de fait ressusciter les logique. Jedi, ça a pas marché, moi, pour le coup, j'aime bien, en fait. Franchement, prenons le principe inverse. C'est un vieux sage, qui a la science, qui a un avis sur tout, enfin qui a la science infuse et qui a la sagesse infinie. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ouais. À part le faire intervenir 5 minutes dans ton film, qu'est-ce que t'en fais? C'est pas un personnage. C'est une espèce de forme d'autorité qui est. Oui, c'est un Deus Ex Machina, au final, C'est un hein. Deus Ex Machina. Là, pour le coup, c'est un vrai personnage qui est attachant, qui est vraiment attachant et qui a un arc. Et moi, j'avoue on m'avait complètement spoilé, enfin volontairement pour le coup, l'arc de Luke, donc la fin où il y a une projection astrale, tout. Et en lisant le truc, je me suis dit mais putain, c'est pas. Je croyais que c'était une blague au début. Tout ce que j'avais lu, je me dis putain, c'est une blague. Et on m'avait confirmé que c'était vrai. J'ai dit bon, donc j'y suis allé en me disant ça va être complètement ridicule. Et finalement, j'ai trouvé ça bien. Le fait qu'il quitte pas son île, je dis mais ouais, enfin c'est bien le fait qu'il finalement même la projection astrale, je dis mais pourquoi pas? Après tout, c'est proposé, enfin c'est préparé. Et puis ça fait une nouvelle application de la force finalement qui est pas très Je crois éloignée en plus des son plan, fantômes son qu'on plan voit. final Quoi. avec les deux soleils de Tatooine qui apparaissent devant lui, je crois que Il c'est est très beau. il est très, je crois que j'ai les poils qui se sont dressés sur mes bras. Ça faisait super longtemps que ça ne m'était Ouais. pas arrivé devant Star Wars, quoi. Il y a deux trois Probablement plans qui m'ont marqué depuis et ils sont tous 40 sur ans, l'île. quoi. Je crois que c'est le plan de quand il parle du déjà quand il est en train de dire à Rey de ressentir la force. Il y a tout un petit montage où tu vois des images de mer, de choses comme ça. Je trouve que ça marche du tonnerre pour le coup. Il relie vraiment la force à ce que c'est une force spirituelle qui régit l'univers. Ouais, mais qui te Et à un connecte moment, à il y tout. a un plan où elle commence à explorer trop loin et elle arrive dans l'espèce de grotte avec les Mm, algues. mm. Et là, pour le coup, j'ai ressenti enfin pour la première fois le côté obscur depuis l'Empire contre-attaque. Depuis la fameuse scène de la grotte de Luke Skywalker. Et je trouve que Ryan Johnson a réussi au moins à retranscrire ça. Et sauf que bon, après la scène dans la grotte, elle est catastrophique. Mais au moins, il a réussi ça. Il a réussi à revenir à la mythologie originelle, c'est-à-dire la Force, qui est censée être finalement le seul lien dans tous les Star Wars. C'est ça, c'est pas la dynastie, c'est vraiment la Force qui est au cœur de tout. De 2 et C3PO. Et des deux. Ah, ils sont pas dans Solo. Pardon. Ah, ils sont dans Ils Rogue ont pas mis One. dans Solo. Dans Rogue One, il y a un plan sur eux. D'accord. Ouais. Ils ont Ouais. un plan, juste histoire de dire, ouais, en fait. Mais non, mais en fait, c'est le lait bleu, le lien dans toute la trilogie. On dit des conneries. Mais après, je repensais à la projection de force de Luke à la fin. Disons, pour moi, ça rejoint aussi l'aspect dont je parlais tout à l'heure, en fait, sur on va dire la nouvelle enfin, la façon de, excuse-moi, je reprends. Ça Vas-y. rejoint la façon dont Rian Johnson a voulu réorienter la franchise et la façon dont ça n'a pas collé par rapport en fait aux attentes qu'en avaient les gens. C'est-à-dire que en termes de cohérence, interne au film et interne à ce que veut faire Rian Johnson, ça marche bien parce que tout le propos finalement de ce truc-là, c'est que la résistance ça doit être une force essentiellement pas pacifique, mais basée sur l'amour, basée sur le moins de violence possible, le fait que quand t'as Rose qui va empêcher Finn de se suicider, Mm. quand Holdo essaie d'expliquer à Poe que non, on peut pas juste en fait partir à la guerre et sacrifier tous ses potes pour avoir la victoire. Voilà, le sacrifice des soldats n'est pas un bon moyen, n'est pas Oui. un moyen acceptable pour avoir la victoire. Ça rentre Surtout dans cette logique-là. l'échec n'est pas la finalité en fait. Tu peux te relever. Ce qui était finalement le message aussi du 8, c'est-à-dire de l'Empire contre-attaque, c'est que finalement les personnages échouent comme Luke Skywalker échoue tout le long du 8 et il se relève à la fin. Ouais, après, Il passe son temps à échouer, Skywalker dans non, mais l'Empire contre-attaque. ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a quand même un changement d'éthos, enfin, vraiment de principe avec cet épisode 8 où, typiquement, je veux dire, dans la première trilogie, personne n'en a rien à battre va dire des troufiants de la rébellion, hein.
Oui. Ils se font dégommer, personne ne les pleure, quoi. Ouais. Là, dans le 8, c'est la première fois où on dit, non, quand même, t'as toute une escadrille qui s'est sacrifiée. La stratégie était peut-être pas bonne si on doit faire, si des gens doivent se sacrifier pour la cause. Justement, ça pose la question de comment tu défends une cause que tu veux juste si tu dis, ouais, mais la plupart de mes troupes sont sacrifiables. Mm. Voilà. Et je pense qu'en fait, pour pas mal de gens, et c'est compréhensible parce que ça n'était pas, on va dire, dans un des principes de Star Wars jusqu'à présent, c'est pas passé. Enfin, c'était plus du Star Wars. Parce que, bah oui, les Trophions de la Rébellion, ils sont quand même largement sacrifiables jusque-là. Ouais. Oui, c'est vrai, oui. Bah après, il y avait ouais, il y a Rogue One qui est passé entre temps, qui déjà te montrait les Troufions de la Rébellion comme des. Oui. Même si ça le fait, enfin pour moi Rogue One c'est une merde, hein, je suis désolé, mais j'ai vraiment trouvé ça à chier, moi. Alors, on va encore se faire traiter de méprisants comme sur la fin des 20 000, en disant vous êtes des connards méprisants. En tout cas, on a ému ouais, Kiyoshi oui. qui s'attendait à nous voir baver sur le 8 et se rendre compte que finalement on est plutôt indulgent. Non, mais en fait, franchement, j'ai plutôt bien aimé, malgré tous les problèmes qui sont là. Hein, on va pas non plus nier que c'est un film tout pété de partout, mais des fois, moi, les bonnes intentions suffisent à sauver un film. Et honnêtement, j'ai pas d'animosité particulière. J'en suis ressorti plutôt content, ce qui n'était pas arrivé. Il y a 2-3 plans où je me dis putain, ça ressemble à du Star Wars. Déjà, je me suis dit ça ressemble à un film, ce qui n'était pas le cas du 7 pour moi. Bon, le 7, ça ressemble à de la série télé. Hein. C'est un pilote de série télé de combien 2h30. Et je sais même plus combien. Ouais, en temps ressenti, ça doit durer 5 heures parce que la fin est absolument imbuvable. Et le 8, il y a des passages, je te dis, mais effectivement, ça ressemble à du cinéma. Et c'était pas arrivé depuis un petit moment. Donc, alors Bill Kiyoshi dit dans 10 ans, vous sifflerez quand même. Non. On pourrait se contenter juste du plaisir de voir Ryan Johnson, en avoir rien à taper de ce que Abrams a essayé de planter et carrément court-circuiter tous ces trucs-là, mais finalement, c'est toujours justifié. Par exemple, pour le coup des parents de Rey. Le fait de dire, de faire dire à Kylo Ren, tes parents, c'était juste des poireaux qui t'ont abandonné pour gagner un peu de thunes. On peut voir ça comme une espèce de doigt d'honneur à J.J. Abrams et aux fans qui commençaient à faire des théories dans tous les sens. Mais en même temps, ce que le mec, dramaturgiquement, je trouve ça plutôt pas bien vu, moi. C'est que ça raccorde en plus. Il annonce à Rey le truc qu'elle a pas envie d'entendre. Oui, c'est ça. Et c'est plus ou moins, ça se positionne plus ou moins comme une réponse au "je suis ton père". L'autre en disant ça lui balance à la fois une vérité et le pire truc qu'il est, voilà. Et puis ça raccorde absolument pas envie d'entendre. Et là, c'est la même chose. Franchement, je trouve ça bien. Ça me dérange, ça m'énerverait vraiment que Abrams rétropédale et décide de corriger ce truc-là, parce que là, il n'y a pas besoin de le réparer pour moi. C'est vachement bien. Bah non. Et puis ça raccordait en plus à l'idée que la force finalement c'est pas réservé à quelques élus. Pour moi, en fait, ce truc-là marche à tous les niveaux, en fait. Ouais. Là, pour le coup, ça marche. Ça marche. Ouais. Mais en fait, Ryan Johnson, j'ai du mal. Je trouve que les qualités, tu peux facilement les trouver et les défendre et argumenter dessus. Les défauts, c'est vrai que c'est quand même plus diffus, je trouve. J'aurais du mal à dire, en fait, pourquoi je suis pas non plus foufou devant le film. Il y a quand même un truc qui m'empêche vraiment d'adhérer complètement. Après, je sais pas, je pense que... Ouais, vas-y Aurélien. Comme je disais tout à l'heure, il y a probablement des problèmes d'écriture et après il y a des problèmes de montage et de réalisation. Et et probablement aussi d'écriture, pas forcément en termes d'arc, mais en termes de scène, à des échelles plus réduites en fait. Et parce que c'est très bien d'avoir sur le papier, comme je disais tout à l'heure, des arcs qui sont logiques. Mais à un moment, il faut trouver le moyen de les exprimer, en fait, d'exprimer cette logique, et ça marche pas toujours en termes de dialogue, en termes de mise en scène, en termes de montage. Et ça, c'est ce qu'on disait sur Podamron, c'est que sur le papier, Podamron, effectivement, tout son arc, son archétype fonctionne. C'est juste que les personnages, c'est pas logique en fait. C'est vraiment, ça rentre au forceps. Et dans n'importe quel film à peu près cohérent, le personnage se fait fusiller au bout de 10 minutes, je suis désolé, mais voilà. C'est pas logique qu'elle soit, oh là là, que les deux, comme Holdo et Leia, soient en mode, c'est un bon petit gars quand même, il a tué des milliers de personnes, il a fait des grosses conneries, mais il a carrément réduit à néant notre flotte, mais bon, allez, hein. Ouais, allez, j'avoue que pour le coup, il y a tellement de films où c'est comme ça que ça rentre, va dire, dans l'acceptable pour moi. C'est acceptable quand c'est personnel.
On va pas refaire non plus le match, mais c'était ce dont je parlais sur Ready Player One, pour resituer un petit bouton qui gratte. C'est qu'au bout d'un moment, t'as tellement de choses qui s'accumulent que finalement, tu vois, finalement, ces problèmes-là te sautent aux yeux. Tu veux dire. C'est qu'un ou deux dans un film, moi je veux bien. J'ai absolument aucun problème, même dans Star Wars il y en a, hein, mais des raccourcis ça me pose pas de problème en fait. Même des choses pas très logiques à partir du moment où c'est juste un ou deux et qu'émotionnellement ça suit. Là émotionnellement ça suit pas, dans le 8 je trouve. Parce que Poe Dameron, effectivement, j'ai envie qu'il se fasse fusiller, c'est quand même un danger mortel pour la rébellion. Et c'est juste une accumulation de scènes comme ça qui sont pas très logiques. Tout le truc de avec Benicio del Toro, c'est pareil, c'est inintéressant au possible. Le personnage, c'est une catastrophe aussi. Enfin, tu te dis finalement, tu fais sauter ça, le film marcherait peut-être mieux. Déjà, il serait moins long. Il est quand même Il est assez. censé appuyer, enfin faire écho à l'indécision de Finn dans sa position, où est-ce que je me place entre les gentils, les méchants, tout ça. Ouais. Ça fait, enfin, je comprends encore une fois où il veut en venir, mais. Ouais, mais c'est pareil. Enfin, est-ce que c'est vraiment utile de le prend peut-être trop de rappeler temps par rapport. Ça prend trop de place, peut-être. Je ne sais pas. Puis bah, Phasma, c'est pareil. C'est le personnage. C'est vraiment comment. C'est le coitus interruptus, hein, ce personnage. À chaque fois, on te le montre contre un personnage vraiment charismatique, badass, tout ça. En plus, ils prennent cette actrice qui est formidable dans Game of Thrones. Merde, comment elle s'appelle? Colleen Christie. Voilà, tu ne vois jamais son visage, mais qui est effectivement physiquement très impressionnante et qui joue bien en plus, quoi, qui mériterait finalement d'avoir plus de place. Et à côté de ça, on te fout un Benicio del Toro qui lui fait n'importe quoi. On dirait comment il s'appelle dans Rogue One. Merde. Le faux Jean Anglade. Non, le scientologue là qui joue dans Battlefield Earth. Merde, il est super connu. Ghost Dog. Hein? Quoi tu parles? Voilà, tu l'as. Oui. Forest Whitaker, merci les gens. Merci. Je suis Oh là désolé, là. j'ai une mémoire catastrophique. Voilà. Ah oui, il y a Forest Whitaker. Comment Forest j'ai pu Whitaker l'oublier. qui fait n'importe quoi. Je ne comprends même pas ce qu'il essaie de jouer en fait dans Rogue One. Je suis Forest Whitaker. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Et en fait, Benicio del Toro fait pareil. Il a des tics. Tu dis, mais ça sort d'où? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Pourquoi tu fais ça, quoi? Comme si d'un seul coup, il se mettait à tourner sur lui-même en faisant glouglou. Et tu dis, pourquoi c'est pas plus absurde finalement que ces tics? Bah, tu Donc, sais, s'il se mettait à tourner sur lui-même en faisant un gloulou, bientôt t'aurais des romans de l'univers étendu qui t'expliqueraient pourquoi. Voilà, c'est une nouvelle Faut pas le application négliger. de force. Mais et à côté de ça, t'as Phasma qui est un personnage extrêmement charismatique qui se fait constamment évacuer comme une merde. Dans le set, elle tombe dans un compacteur à déchets, qui est en plus quelque chose qui est assez iconique hein, dans l'univers Star Wars. Moi aussi, quand j'avais vu Star Wars quand j'étais gamin, c'est quelque chose qui m'avait foutu la boule au ventre aussi. Je me dis c'est horrible, ils vont mourir écrasés. Et c'est effectivement une mort horrible. Et tu les entends hurler et tout. Enfin, tu dis... Et là, en fait, bah, c'est un gag. Ok. Et c'est un personnage charismatique, tu t'attendais pas à ce qu'elle finisse comme ça. Ok. Et revient dans le 8, tu dis ah, cool. Et elle se fait évacuer Répare-nous comme une merde. ça, Ryan. Et même ça. Bon. Ouais, mais alors, typiquement, face à moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le personnage mal aimé. Je me demande si c'est pas le personnage mal aimé des réalisateurs parce que ça ressemble quand même à un pur choix de marketeur. Et d'ailleurs, en fait, C'est le nouveau il y en a Boba eu Fett, beaucoup, j'ai ça avait- l'impression. Hein. ben, ça avait été un des jouets mis en avant la sortie du set. Mm. Mais tu te dis, c'est logique en fait que ce soit un jeu mis en avant parce qu'en fait, comme c'est plus ou moins une armure de Stormtrooper, c'est facile à produire. Je pense qu'en fait, ils utilisent presque le même modèle que les autres Stormtroopers, sauf que pouf, ils mettent un coup de peinture argentée, deux, trois petits accessoires et c'est bon, ça faisait un jouet en plus quoi. Ouais. Pour Ouais, mais en j'aimais bien couper l'idée. leur vente. Comme le bras orange de C3PO. Voilà. Voilà. Et ça, Putain, ça sort d'où? C'est pareil, je me souviens plus du tout. Bah, c'est pour vendre des nouvelles, enfin, c'est pour vendre un nouveau C3PO. Tu dois acheter des C3PO qui a le bras rouge. ça- Ou le je veux dire, Faucon Millennium qui a son antenne parabolique est devenue une antenne rectangulaire. Ils se justifient, genre, bah oui, il a perdu son antenne pendant la bataille d'Endor, donc ils ont dû mettre une nouvelle antenne. Sauf qu'au lieu de mettre une nouvelle antenne parabolique, ils ont mis une antenne rectangulaire. Comme ça, tu as le nouveau Faucon Millennium en jouet, avec son antenne rectangulaire dans les Star Wars de Disney. Et je me demande en fait à ce point-là si c'est pas en fait une blague de réalisateur en fait de devoir gérer comme ça ce personnage de Phasma qui est là pour vendre des jouets et qui disent bon allez
ce personnage-là, on J'y l'évacue crois pas, parce que Ouais. je, Donc elle va revenir dans le 9, puis à la fin, elle va retirer son casque. Oh fuck it, pièce franchement, je barre. trouve ça, je Puis trouve elle va ça ouvrir un génial en bar. fait. Ouais, voilà. À la rigueur, Elle je veux va- dire, je préfère en fait cette explication qui globalement est beaucoup plus sympathique que effectivement un truc beaucoup plus cynique enfin Hmm. que c'est juste mal fichu. Donc Ouais, moi j'aimais bien l'idée ouais. qu'un personnage enfin pour moi le tout début du set, il y avait de bonnes idées malgré tout, notamment sur Finn qui se réveille, enfin qui ôte son casque après s'être fait marquer, Hmm. qui cesse de devenir un individu, un Stormtrooper. Ils se ressemblent tous. Hein. Dès Star Wars, c'est vraiment c'est vraiment le second couteau de base quoi qui se fait dézinguer, dont on n'a rien à péter. Et et ils ont absolument aucune personnalité, rien. Donc le fait de prendre des personnages comme ça et de leur donner une particularité, donc la tache de sang pour Finn et l'armure dorée, qui montre que finalement Phasma c'est un personnage qui s'est distingué du reste de la masse, pourquoi pas? C'est juste un moment, faut en faire quelque chose. Et Finn, c'est pareil, Finn c'est un personnage qui se réveille littéralement après avoir été marqué par quelqu'un qui meurt, et après plus rien. Après le personnage passe 2 films à se demander qui il est, quoi. Bon. Moi, je veux bien, à la limite, si tu centres tout sur ce personnage, mais au bout d'un moment, faut peut-être se... Je sais pas. C'est tellement diffus. Oui. Après, il y a Rey qui arrive, il y a Kylo Ren, et finalement, t'arrives à la fin du set en te disant, mais c'est pas passé grand-chose. Comme on disait, les personnages n'ont pas bougé d'un iota. Sauf peut-être Finn, qui lui, au tout début, est un Stormtrooper, et donc à la fin, est un personnage avec une volonté propre. Mais même ça, passé les 20 premières minutes, le personnage ne bouge plus, en fait. Et dans le 8, bah... Il serait peut-être temps d'en faire quelque chose, sauf que c'était dans les 10 premières minutes du set qu'il aurait fallu commencer à poser les personnages pour qu'après ils puissent changer. Toujours encore une fois, moi j'en reviens à Mad Max Fury Road, quoi, où George Miller a eu l'intelligence de faire péter dès le début tout le personnage et de reconstruire tout à partir de ça. Ouais. Enfin, Ouais, mais je pense que c'est clair pour tout le monde que le Mad Max de George Miller de Fury Road n'est pas du tout le même que celui des précédents. Et que ça pose aucun problème parce que justement il le détruit pour le reconstruire en fait. ouais, je pense que pour le coup pour Star Wars ça aurait été ah, quoi que je sais pas. Peut-être qu'effectivement, si si les 10 premières minutes du set, ils avaient clairement dit bon, bah, c'est fini les gens, on fait tout péter et maintenant, soit vous montez dans le vaisseau, soit on Bah vous laisse oui. sur la planète la plus proche et bye bye. Effectivement, il y aurait pas eu cette espèce de gros backlash, probablement pas eu de cette espèce de gros backlash sur lui, puisque de toute façon on va dire les mécontents seraient déjà partis depuis longtemps. Mais après, on va vendre ça en fait aux décisionnaires quoi. Va leur dire Ouais. alors on a une idée pour Star Wars 7, on fait tout péter et on voit quels spectateurs nous Bah suivent et ceux qui nous suivent pas. Enfin, je veux dire quand on va dire les comptables ont dit oui non mais vous êtes gentils mais on a dépensé je sais plus combien 3 milliards oui. c'est ça? Oui, surtout pour le Faucon Millennium, t'imagines qu'ils le font péter dès les premières minutes, c'est foutu. Ils peuvent plus le vendre Hum, après. Non mais même rien que pour ça, comme tu disais, pour vendre des jouets, il y a un moment quand tu fais péter un univers, derrière, faut reconstruire tout. Voilà et puis il faut Euh, surtout le reconstruire et c'est être sûr que ce que tu reconstruis va te va rapporter avoir le autant. même impact. Voilà. Et alors, le même impact, on va dire, culturel et financier. Mais mine de rien, c'est ce qu'avait fait George Lucas. Hein. Enfin, il y a pas le Oui, mais, Faucon Millennium George, dans la George, prélogie. George Lucas, il avait de compte à rendre qu'à lui-même. C'est ça la différence. C'est que Alors, là, non, parce qu'il avait des comptes à rendre aussi à son entreprise. C'est quand même, c'est lui, hein, le marchand de jouets original, j'ai envie de dire. C'est lui qui a réussi à créer une industrie enfin, à faire financer son film en vendant des jouets Star Wars. Et finalement, il aurait très bien pu, pour pérenniser son, enfin, après je pense qu'il était pété de thunes, mais il aurait très bien pu faire revenir tout son univers pour le continuer à l'exploiter en fait. Et il a décidé de tout changer. hmm, Parce que derrière, il y a une personne. Et là, effectivement, Star Wars 7, je suis désolé, mais il y a pas d'auteur, en fait, derrière jusqu'au 8. Où il y a Ryan Johnson qui essaie de se battre et qui a l'air d'avoir les coups des franches. Hein. J'ai pas l'impression que, malgré le fait que le film est tout pété de partout, j'ai pas l'impression que Disney l'ait non plus complètement bridé. Enfin, au moins sur les grands axes du film, je suis assez étonné qu'il ait pu faire passer certains trucs quand même. hmm, hmm. Alors que le 7, comme disait Cyril, oui, c'est pour vendre des jouets, quoi.
Pas, il y ils ont avait la- clairement enfin, joué la sécurité, je comprends qu'ils jouent la Mais il y avait sécurité. la, oh, bah, ouais, ok, en même temps, c'est une sacrée jurisprudence, hein, la prélogie. C'est genre, ok, faut qu'on fasse absolument tout l'inverse de ce qu'il a fait avec la prélogie. Donc on va les oublier complètement, ne pas les mentionner. Et d'ailleurs, c'est un peu étonnant de voir finalement dans Rogue One réapparaître Jimmy Smith, enfin le mec qui jouait merde, El Organa, et puis maintenant Dark Maul qui revient dans Rogue One. Enfin bon, maintenant ils vont peut-être se calmer avec pour les spin-offs. Ouais. Hein. Mais ouais, là carrément, c'était genre bon, bah c'est revenir aux épisodes originaux. Enfin, je comprends parfaitement la logique derrière. Après, c'est effectivement, il te donne ce que tu as envie de voir et pas ce dont tu as Ah bah, besoin. J'ai c'était, l'impression que Ryan Johnson est le mais- premier peut-être à se dire bon et Ouais. peut-être qu'ils ont besoin d'entendre autre chose. Enfin voilà, ils ont peut-être besoin de voir Luke Skywalker en vieux con. Et je me demande si le problème n'est pas là, en fait. Super C'est comme, Jedi. ouais. Comme on disait que si le 7, alors c'est encore une fois avec des si, on mettrait Paris en bouteille, hein. Mais si le 7 avait commencé par péter le jouet, je ne sais pas s'il y aurait eu cette réaction-là. Il y aurait eu des gueulards, évidemment. Mais là, en fait, il y a un contraste entre le 7 et le 8 qui est quand même vraiment évident. Entre le 7 qui est vraiment conçu pour, qu'on aime ou pas, je suis désolé, il est vraiment conçu pour faire plaire aux fans. Pour plaire aux fans. Je crois que sur Capture Mag, il disait que c'est vraiment un film qui a été écrit à partir de threads, enfin de topics Star Wars, où les mecs sont allés piocher à droite à gauche pour se dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais clairement le film c'est pour dire, tu es dans un univers que tu connais, tout va bien, avec des personnages que tu connais, il y aura des choses nouvelles, mais pas trop. Voilà, installe-toi, on va te masser les épaules, tout va bien. Et le 8 prend le contre-pied. Comme on disait un peu à la Matrix, sauf que Matrix, c'est un projet derrière. Là, sur Star Wars, c'est toi, Aurélien, qui disait, effectivement, ça peut peut-être pas marcher. Et la démarche est vraiment bizarre. D'un côté, ça donne vraiment l'impression, je ne sais pas si c'est vrai, mais que le 7 allait vraiment nulle part. Qu'à la fin du 7, il ne savait pas du tout, il n'avait absolument aucun... il n'avait pas répondu aux questions qu'il mettait en place, il n'avait aucune réponse aux origines de Rey, il ne savait pas qui était Snoke, et finalement, le 7, tous ceux qui ont mis le 7 se sentent trahis, peut-être même par le film, j'ai l'impression. De se dire que tout ce qui te mettait, tout ce que tu croyais était préparé, tout ce que tu croyais être préparé, finalement, il n'y avait rien. Les mecs se sont foutus de ta gueule, en fait, ils ont commencé un film sans savoir comment le terminer. Ce qui est globalement le cas de toutes les trilogies de Star Wars, en plus, hein. L'originale comprise. Et le 8 vient met ça en évidence. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai eu en voyant le film. Hein. C'est que le 7, ils ne savaient pas du tout où ils allaient. En réparant en plus complètement... c'est quand même... Star Wars 7 réparait le retour du Jedi et la prélogie. Star Wars 8 essaie de réparer Star Wars 7. Star Wars 9, ils vont faire quoi? À un moment... Ah, je suis assez curieux quand même, moi aussi, finalement, de voir ce que va donner le 9. Ouais. Alors Mathieu rappelle que Last Jedi a rapporté de l'oseille. Oui, il y a quand même des fans, il y a pas mal de fans qui ont gueulé, mais Last Jedi a rapporté à peu près autant que tous les deuxièmes épisodes de toutes les trilogies Star Wars, non? Enfin, c'est un petit peu moins que le précédent, mais ça reste quand même un paquet de pognon monstrueux. Je pense. Ouais, globalement, c'est plutôt Solo qui a entre guillemets déçu parce que Oui, bon, parce qu'il je pense que s'attendait aussi à faire péter le milliard, je pense. ouais, Rogue One. ce qui au bout d'un moment est un peu ridicule, mais bon, à la rigueur, ça après c'est des questions financières et de projection et d'attente Oui. qui sont internes au studio. Euh, ça a un certain intérêt, mais un intérêt aussi limité. Euh, mais au niveau du 8, oui, je suis pas étonné non plus que ça ait rapporté. Et déjà parce que les gens voulaient savoir ce qu'elle allait Oui. avoir après le 7, qui, comme tu dis, n'avait apporté à peu près aucune réponse. Et Puis c'est Star Wars. Ça aurait été une comédie musicale avec les Ewoks. Je pense que les gens y seraient quand même allés, que ça aurait quand même fait péter le milliard. Enfin. ça aurait pas rapporté autant. Typique, Solo en est une bonne illustration. Mais après, Oui. personnellement, je sais que sur l'épisode 9, ça risque d'être très fort conditionné en fait mon attente par les premiers retours en fait. Ouais. Mine de rien, ouais, le 8 m'a rendu vaguement curieux de ce qu'ils vont faire.
enfin, je vais sans doute faire comme toi et comme j'avais fait pour le 8, c'est me faire ouvertement spoiler le film parce que c'est pas quelque chose qui, globalement, J'avoue, déjà, je le regrette spoil. pas, moi. Je regrette, moi, le Moi non spoil, plus, c'est mais, pareil, et je enfin, regrette pas de m'avoir fait spoiler le film, enfin, de m'être en fait règle spoiler. générale, en fait, le spoil me gêne pas. Et limite, en fait, ça me Ça dérange absolument évacue, pas de, ouais. ouais, ça me dérange absolument pas, en fait, de voir un film, en connaissant l'histoire, en le voyant pour la première fois. Notamment parce que, enfin, je prends toujours plaisir à avoir un certain recul face à un film et me dire, ah oui, d'accord, ça marche comme ça, etc. Enfin, c'est quelque chose que personnellement, en tant que spectateur, j'apprécie beaucoup. Donc je me ferai sans doute spoiler le 9 et en fonction de ça, j'irai le voir avec plus ou moins d'attente. Effectivement, si ça s'annonce comme un truc qui propose de l'inédit à tour de bras et qui suit en fait les promesses, enfin, ce que moi je considère comme étant les promesses du 8, c'est-à-dire bon, on rentre en terre complètement inconnue dans le rapport à la force et dans en fait comment va évoluer le premier ordre avec un Kylo Ren qui aura un comportement pour le coup complètement surprenant parce que ça se passera quelques temps après la fin du 8. Moi, à la rigueur, je suis client, hein, je veux dire, si j'attends maintenant à l'heure actuelle une chose de Star Wars, bah, c'est que ça me surprenne. Si c'est Mm. pour qu'on me ressorte en fait le Star Wars que j'ai connu et des vieilles ficelles, bah non, Ah, cet aspect-là de Star Wars ne m'intéresse plus Après, le vraiment. Kylo Ren, bon courage pour se dépatouiller parce que c'est limite plus. oui. Enfin, pour moi, c'est limite plus le même personnage entre le 7 où il vénère des reliques de Dark Vador et où le 8 où il arrête pas de répéter à Rey, laisse-le passer mourir. Tu dis à un moment Hmm. donné, décide-toi quoi. Ouais. Ah, complètement. Après, j'ai les mêmes attentes sur Abrams, en fait, parce que je pense pas qu'il soit capable de faire ça, de faire ce que tu dis. Toute sa filmographie, en fait, il a toujours été sur des univers connus. Que ce soit Mission Impossible, il a toujours été sur des choses déjà préétablies. Et il a rarement, alors sauf peut-être Mission Impossible 3 où pour le coup il a effectivement fait dérailler un peu la franchise, mais bon, il y a quand même le 2 était passé par là avant, donc c'est normal qu'il part sur quelque chose d'un peu différent. Mais Star Trek, même comment son À 8, c'est ça. Super 8, oui c'est pareil, finalement t'es jamais, moi il m'a jamais surpris en fait au cinéma Abrams. Et je pense pas qu'il soit capable en fait de surprendre, je pense pas qu'il soit capable d'inventer. Et s'il pouvait me donner tort, tant mieux, j'ai envie de dire. Mhm. Après, j'aime pas du tout sa façon de mettre en scène, j'aime pas tellement sa façon d'écrire, mais après tout, moi quand comment il s'appelle, j'ai un peu les mêmes griffes avec Abrams qu'avec comment il s'appelle le réalisateur de Dunkerque avec Nolan. Pour moi, c'est des mecs qui ne sont pas vraiment des réalisateurs de cinéma, quoi. Alors qu'ils essaient toujours de revenir vers ce format, vers un certain fétichisme de la pellicule, enfin surtout Nolan. Nolan Mais à quand, 22h51, je sais pas dans quoi on s'engage là. voilà. Mais quand Nolan fait Dunkerque, il essaie finalement, il y a une volonté derrière de se fermer la porte à tout ce dont, enfin, c'est un film qui a très peu de dialogue et il essaie quand même de revenir vers quelque chose de plus cinématographique. Pour moi, il n'y arrive pas, mais c'est quand même intéressant de voir que ces mecs-là essaient d'aller vers ça. Est-ce que Abrams va essayer de faire ça dans le cas d'une franchise qui est aussi, enfin, aussi grosse que Star Wars pour la conclusion, avec en plus tout le passif du 8 et de la réception. Parce que même si c'est qu'une poignée de fans qui gueulent sur les internets, ils se font entendre et je pense que quelque part Disney doit un peu mouiller sa culotte quoi pour le 9. D'autant plus qu'ils ont un gros problème, c'est que bah le 9 était censé être centré sur Leia, je crois. Et ben l'actrice est morte. Oups. 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 Et elle est pas morte dans le 8, elle est censée, elle est même plus censée être dans le coma, quoi, tout va bien. Donc, là, c'est plus ça, là-dessus que je suis... Ah merde, l'Angleterre est qualifiée. Je suis désolé, Aurélien. Merde. Voilà. Bon. Ben voilà, est-ce qu'on termine là-dessus? C'est peut-être une bonne Non, conclusion. non, on va C'est terminer sur une note positive. Qu'est-ce Euh, qu'est-ce qui pourrait être positif? non, déjà l'éventuelle trilogie de Johnson. Ouais. Euh, Ça S'attendre c'est à une remise en question de ce truc-là prochainement entre etc. et les retours, vu que ça continue de bâcher le film encore et toujours, est-ce qu'ils vont pas finir par l'annuler ce truc-là?
Moi, je sais plus, je comprends strictement rien. Ils sont au taquet sur le dos de Gareth Edwards et de Chris Miller et Phil Lord, ou Phil Miller et Chris Lord, je sais jamais. Lord et Ils Miller. foutent l'Hyper Royal à Johnson sur le machin qui est le plus attendu. Là, honnêtement, je sais pas du tout ce qu'ils vont, Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Je sais plus, je comprends rien, moi, en fait. Hein. C'est bizarre parce que ils vont chercher des mecs qui. Logiquement, ils devraient plus trop avoir confiance dans le gars, quoi. Parce que même si ça rapportait de l'oseille, peut-être à mon avis, par rapport aux attentes, c'était pas trop ça. Vu comment ils avaient fait la fine bouche devant les scores de l'ère d'Ultron par rapport à ceux du premier Avengers. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Est-ce que c'est pas une énorme déception pour Disney, mine de rien? Last Jedi, quand bien même toi tu dis bah c'est bon, vous faites quelques milliards de côté, ça va quoi. Eux, je sais pas trop. Sur Kennedy, ouais, bah moi aussi c'est un truc auquel je commence à me dire là, ouais, avec tout ce qui se passe, pourquoi Kennedy serait pas pour une raison plus ou moins claire, je sais pas. Hein. Je vois Blunt qui dit ah oui d'accord c'est lol les rumeurs sur Kennedy, d'accord, je commence à me dire il y a des trucs. Okay. Je sais. En fait, d'accord, c'est pas ça. Je cite Blunt, c'est de la couille en barre. Donc, couille en barre. D'accord. Je pense que c'est de la grosse connerie. Ce qui serait pas étonnant. Avant de s'en prendre à Kennedy, moi je pense que Johnson sera plus facilement dégageable. Oui, à mon avis. Voilà, ça sera dans un premier temps, ça sera effectivement écoute Ryan t'es gentil, mais ta trilogie, tu la feras. Tu la feras dans ton jardin si tu veux en Super 8. Surtout que le 9 c'était censé être Colin Trevorrow qui le réalise à la base, si je dis pas de conneries. Oui, c'était censé être ce gros tâcheron. Ouais. Et là, je suis ouvertement méprisant avec Colin Trevorrow et je le fais sans aucun scrupule. On va être pédant et soyons clairs. Hein, je veux dire, j'ai été très consensuel sur énormément de gens ce soir. Je ne serai pas sur Colin Trevorrow. Oui. Donc voilà, faites-vous plaisir, insultez-nous dans les commentaires. Mais je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui défendent vraiment Colin Trevorrow. C'est leur droit le plus absolu et voilà, faites donc. S'ils aiment les films de Colin Trevorrow, c'est très bien parce que c'est très bien. Enfin, c'est bien d'avoir des films qu'on aime. Voilà. En fait, j'aime pas le consensuel, mais j'aime la note positive tirée. Ouais. Non, mais oui, non, effectivement, Kathleen Kennedy virée, je pense quand même que la taulière hein, quand même. Voilà, c'est la taulière. Et puis, à un moment, faut revenir aussi à un certain degré de ce qu'est la réalité des studios hollywoodiens. À l'heure actuelle, les décideurs des studios hollywoodiens ont tous les moyens pour savoir exactement combien de gens gueulent vraiment et combien de gens ont vraiment détesté The Last Jedi. Comme on disait tout à l'heure, c'est des gens qui sont très bruyants, mais qui sont pas forcément si nombreux que ça. Et à un moment, les studios vont se dire, vu ce que ça coûterait en fait de changer comme ça en plein milieu d'une trilogie, la productrice, c'est-à-dire la personne qui gère tout, ce qui doit coûter à peu près un fric monstrueux, parce que changer Kathleen Kennedy, ça veut dire changer les gens qui sont sous elle, ça veut dire remettre en place des processus pour développer les films. Et c'est pas n'importe qui, hein, Kathleen Kennedy, c'est pas une productrice lambda. Et ça, si vous savez pas qui c'est, vous allez chercher sur Wikipédia ce qu'elle a pu produire. Qui elle a bossé, à un moment, tu remplaces pas Kathleen Kennedy comme tu remplaces Lord et Miller, quoi. C'est ça. Et en termes de coût de changer en fait finalement toute une infrastructure, c'est un peu plus qu'un manque à gagner sur un film. Donc à mon avis, là les comptables vont dire, elle dégagera peut-être à un moment, mais en tout cas pas dans l'immédiat. Pas en cours de production. Après la logique que tu vois, allez on prend Miller et Lord pour faire Solo, et après on s'étonne qu'ils orientent le truc vers la comédie et vers l'impro. Tu dis je sais pas. Ah non mais oui. Je veux bien croire qu'il n'y a pas que des logiques de là non plus j'ai pas trop de ton. Je pense qu'il y a des problèmes de production et qu'il y a effectivement comment il s'appelle. Enfin, que Lord et Miller ont peut-être merdé eux aussi, mais il y a un moment ils ont trompé personne, quoi. C'est vrai que quand tu regardes leurs films, tu te dis si tu les prends effectivement, il risque d'y avoir de l'impro les gens. Donc s'en rendre compte en plein milieu de la production du film, c'est bizarre. Moi, ce serait vraiment plus sur Rogue One, la manière dont Gareth Edwards s'est fait virer. Je comprends pas trop en fait sur Rogue One. Et comme tu disais, Cyril, finalement, ce que fait, parce que Rogue One était censé, il y a plein de pistes en fait qui te montrent que c'était un film qui était censé être beaucoup plus trouble, beaucoup plus pas sombre, enfin si plus sombre et plus violent finalement, puisque justement il ne se rattachait pas à Star Wars, on allait vers un truc un peu plus moins con, dit Doudou.
Peut-être, oui, sauf qu'au final, ça devient plus con. Ouais. Et en plein milieu, t'as Bah, cette séquence, notamment il y a tout le personnage du père, qui tu ne sais pas si c'est un impérial ou si c'est un rebelle, en fait, tu sais pas où il se positionne. Et le fait que ce soit un personnage trouble, je trouvais que c'était une très bonne idée. Et le fait que l'héroïne doive aller jusqu'à cette espèce de base, plus pour savoir qui était son père que pour faire récupérer les plans de l'étoile de la mort, c'était bien. Il y avait un arc personnel pour l'héroïne. Et c'est complètement évacué en plein milieu du film dans ce qui, pour moi, encore une fois, je ne sais pas du tout, mais je pense que c'est un reshoot. À un moment, il y a un espèce d'hologramme de son père qui lui dit oui, en fait, je faisais semblant, les impériaux, c'est des connards, je suis pas un nazi. Voilà. Ok, et donc là, tout l'arc émotionnel du personnage est évacué. Elle ne sert plus à rien. L'actrice, t'as l'impression qu'elle tire la gueule tout du long, alors que c'est une excellente actrice. Hein. Quand elle est chez Bayona dans Monster Call, elle te tire les larmes. Son personnage. Le Angers Démon de Ron Howard. Pardon. Je fais complètement. C'est pas Angers Démon, pardon, c'est Inferno. Merde, oui, j'ai oublié. Inferno, oui. Inferno. Putain. Voilà. T'as tout cassé. Ron Howard, je suis désolé, il est réalisé solo, on est dedans là. Oui, c'est Felicity Jones, dit Luther branché. Voilà. Bon. Oui, c'est vrai qu'elle est dans Inferno. Bon. Je joue pas très bien dans Inferno. Tu m'as. Je suis perdu. Oui, voilà, en fait, ce personnage ne sert plus à rien. Et j'ai l'impression que le film de Gareth Edwards était vraiment très différent de ce qui devait être à la base. Et ils se sont dit, ça va vers quelque chose d'autre sombre. Que le 8, pour le coup, ils ont bien dû se rendre compte à un moment que les gens allaient plus ou moins gueuler, même si c'est qu'une poignée de fans. Ils ont bien dû se rendre compte que ça allait un peu gueuler de tout foutre à la poubelle. Je sais pas trop quelle était la stratégie. Peut-être qu'ils se sont dit, cette fois, on va essayer. On va essayer de confier les clés à quelqu'un. J'en sais rien. Honnêtement, je trouve ça un peu paradoxal. C'est toi qui avais amené la chose, du coup, Cyril. C'est quoi ta réflexion là-dessus? Pareil, tu sais pas ou... Non, mais je suis. On voit un peu à ce que disait Aurélien en intro, c'est que les films m'intéressent d'une part, mais tout le côté industriel derrière aussi, je trouve ça assez passionnant. Et Oui. le côté social aussi, enfin, tu prends tout ça d'un coup, tu essaies de comprendre la logique derrière, c'est des fois pas très facile. Hein. Ouais, honnêtement, je sais pas du tout où on va. Là. Je suis vraiment curieux de voir déjà comment Abrams va reconnecter tout ça, enfin, et comment les gens vont réagir. Est-ce que ça va être ah ouf, c'est tellement mieux quand c'est lui qui le fait, ou est-ce que Johnson a irrémédiablement cassé un lien de certains avec Star Wars, je sais pas. Là, Oui, honnêtement, tout est possible. Hein. C'est vrai que la réaction des We Are Star Wars, enfin, nous sommes les fans de Star Wars, tout ça, c'était quand même un boycott. Ouais les gars, non, vous irez voir le 9 comme tout le monde. Quand on est à faire des manifestes comme ça, même nous, quoi, on a beau toujours dire, à chaque fois, on y revient. Alors Solo, c'est pareil. Fondamentalement, j'en ai un peu rien à péter. Surtout que c'est la première fois qu'il y a Harrison Ford. Enfin, même ça, je pense que ça a dû casser un peu l'intérêt de pas mal de monde en fait sur le film. Et s'ils font un film sur Obi-Wan Kenobi, c'est pareil, je suis pas sûr que c'est le même attrait finalement que les autres, enfin que la grosse trilogie. Mais le 9, effectivement... Alors, il y a Captain Dynamite qui dit « Je suis un vrai, moi je ne suis pas allé voir le 8 ». Félicitations, c'est con parce que finalement c'est peut-être le meilleur Star Wars qui a été produit depuis l'Empire Contre-Attaque. Le meilleur Star Wars depuis l'Empire Contre-Attaque, oui. Est-ce que c'est pas le meilleur Star Wars depuis l'Empire Contre-Attaque? Pour une fois. Est-ce que ce serait pas vraiment ça? And that's a good thing, comme diraient les... Je ne sais pas. Je laisse la porte ouverte. C'est une bonne conclusion, non? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ouais. On va peut-être attendre Aurélien pour la conclusion qui est parti chercher ses courses, je crois. Moïse Akis et Dupuis vont venir vous péter les genoux, dit Luther branché. Bah, ce serait pas la première fois qu'on a des avis divergents avec comment... Ça nous arrive de temps en temps. Hein. Ça nous arrive assez souvent, même en ce moment. Hein. Je crois qu'il y a pas mal de points de friction, notamment, je sais pas... Crise d'adolescence. Voilà, c'est ça. Nous aussi, on tue le père à notre manière. On tue le père. Non, on n'a pas du tout le même avis sur comment Ready Player One. Apparemment, peut-être aussi sur Les Indestructibles 2. Ils ont l'air d'avoir bien aimé. Moi, j'y vais demain. Donc, je sais pas. Toi, t'as trouvé ça bof, je crois.
Ouais, alors bon, déjà que je suis censé me faire lapider, mais alors si en plus, ça me demande ce que je pense des Indestructibles 2 là comme ça, alors que tout le monde l'attend de pied ferme. Non, non, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. C'est pire que de dire c'est nul, en fait. Non, mais ils ont un univers. Bon, bah je pense qu'on va pouvoir conclure, il est 23h. Les amateurs apprécieront. Ouais. Et j'ai une forte envie de pisser, hein. Je suis désolé, ce qui est conditionner la conclusion de cet épisode. Ok. Bah alors, pour la conclusion, moi je dirais qu'il y a aussi une très bonne nouvelle aujourd'hui, pour finir encore sur une note positive, c'est que le podcast de Karina Longworth, qui accessoirement est la copine de Ryan Johnson, You Must Remember This, a repris aujourd'hui pour une série sur Hollywood Babylon et en gros toutes les rumeurs que le bouquin de Kenneth Anger comportait sur pas mal de personnalités de l'Hollywood classique, et le premier épisode donc est en ligne, et c'est encore une fois un des meilleurs podcasts cinéma de la toile, donc d'accord. Tout n'était pas vrai, putain, mais moi j'ai tout gobé. Regarde le Valentino qui s'enfonçait des machins dans le fion et tout, moi j'y croyais, bordel. Ah là là. Ouais. C'est bien, on termine sur des trous du cul, des machins comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, messieurs, je sais pas, vous avez quelque chose à dire sur Star Wars 8, ou je pense qu'on a fait quand même pas mal de tours. Au début, on avait quand même prévu un truc d'une demi-heure. Hein. Et au final, on se trouve il est quasiment, on a parlé quasiment 2 heures. C'est un petit podcast par rapport à ce qu'on fait habituellement. Moins de 2 heures. Moins de 2 heures. 1h50. Si vous voulez, on peut... On se vanter les autres là à faire 12 heures sur toute la film de Spielberg, nous on te fait 3 heures sur un film, quoi. Voilà. On peut chanter, on peut chanter Africa de Toto pour aller jusqu'à 2 heures, ou ou on peut conclure ici et ou mettre la musique des Ewoks. Le passage de guitare électrique dans la BO de l'Attaque des Clones. Ah oui, c'est au tout début. Musique avec ça. Ça m'avait pas choqué. Mais ça faisait bizarre, l'espèce de... Ouais. C'est au tout début, c'est pendant la poursuite à Coruscant, non? Allô? Je sais plus. Si, c'est ça. T'as à un moment donné une guitare électrique qui débarque. Et qui fait une espèce de solo là pendant 30 secondes. Et t'es genre, John, essaie de pas. Non. Si tu vas aller par là. Bon avec un orchestre, la guitare électrique laisse ça aux autres, quoi. Si tu vas aller par là, dans AI, qui pourtant est une BO que j'aime beaucoup. Il y a de la techno à un moment donné. Il y a de la techno. Et c'est pas la meilleure scène du film, qui est pourtant un de mes films préférés. Avec les motoloups. Avec les motoloups, oui, c'est un petit peu trop littéral et un petit peu trop fluo pour. Bon, c'est le passage que j'oublie tout le temps, et même la musique, l'espèce de techno avec la meuf qui fait oh yeah derrière, non, John, non. Pose tout de suite, se santé, c'est pas pour toi. Ah, et puisqu'on est là, Jim Forever, excuse-moi 2 secondes, mais oui, sur la one shot est en cours d'écriture, oui, il va bientôt sortir. Je l'annonce. Du coup, il y a plus le choix. C'est vrai? Quoi? Ouais. Non, vrai de vrai, t'as des c'est une connerie ou parce qu'en fait on a c'est juste pour forcer l'auteur en question, c'est bouger un peu là. Non mais ça va pas marcher. C'est une arlésienne, ça ne se fera jamais, je pense. On a une personne. Le lapider lui. Oui, lapidez-le lui, oui. Peut-être en fait quand le nouvel album de Tool sortira, on sait jamais. Hein. le Blu-ray d'Abyss. Le Blu-ray d'Abyss, voilà. Toutes les le bobine sur la White Shot sera un bonus sur le Blu-ray d'Abyss. La trilogie de Ryan Johnson, on pourra dire bientôt. Et il y aura le nouvel album de Tool en BO. Voilà. Et on teasera l'épisode sur le prochain Tintin, qui sera déjà sorti, hein, évidemment. Voilà. Half-Life 3 aussi, on jouera à Half-Life 3 au lieu de faire l'épisode. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme arlésienne? En fait, pour casser un peu la private joke, c'est un pote à nous, donc Sébastien Le Gallo, qui a fait aussi un petit peu de montage sur Monsieur Bobine, qui a carrément monté 2 épisodes, qui est un fan absolu de Ice Watch Shot. Oui, notre seul épisode en VF. Un fan absolu d'Ice Watch Shot, qui l'a vu en long, en large, en travers, qui à chaque fois on parlait, nous faisait des captures d'écran, tout ça, et à un moment on lui dit est-ce que tu ferais pas un Bobine là-dessus, et je pense que la tâche est trop énorme apparemment. Donc voilà. On aimerait bien, on n'arrête pas de faire chier avec ça, mais je crois que c'est trop. Je pense qu'en fait si le jour où
où il commence à faire son truc sur Eyes Wide Shut, on va le retrouver comme le héros de Pi, le film d'Aronofsky, à moitié taré dans une salle avec plein d'ordinateurs enfin ça va mal se passer pour lui, je sens, c'est pas une bonne idée. C'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Mais j'aimerais bien. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire avant que je t'interrompe de manière Oui, extrêmement impolie? pour finir encore sur d'autres notes positives, en parlant de bande originale, il y a le nouveau Partosh qui est sorti Ah oui. et donc qui est sur la musique de Hans Zimmer et qui arrive en fait à dire des choses bien sur et très intéressantes sur Hans Zimmer. D'accord. Bon. Ben, j'irai voir ça, même si je déteste profondément Hans Zimmer. Et voilà. C'est ça encore, aussi. non mais on reste dans le positif. Ah ben, j'apprécie beaucoup, moi, les gens qui sont capables de dire des choses très, enfin, très pertinentes, de voir le beau, en fait, dans l'horreur. Julien Dupuis est très comme ça, il est capable de te sortir des trucs vraiment très intéressants sur des films absolument merdiques, et tu dis, ah, mais c'est vrai. Donc voilà. Ouais. Bien. Voilà. Voilà, je pense qu'on a... Donc Star Wars 8, on aime bien, mais pas tant que ça, mais on déteste pas. Mais on sait pas pour la suite. Et on est payé. 2 heures pour dire ça. Donnez-nous de l'argent. Voilà. Je m'en méta, c'est un peu comme l'arc de Finn, t'es genre, bon, bah, ça vaut la peine le coup, cette histoire. C'est méta. Mais on nous l'a réclamé, voilà. Et on aura beau dire que Star Wars c'est fini pour nous, tout ça, bah apparemment non. On a réussi à en parler pendant 2 heures. Ouais. 1h55. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm, ça, messieurs. Peut-être, oui. Ouais, c'est vrai que c'est... On aimerait bien que ça s'arrête En peut-être. Finlande. Ah bon? Il y a une Le différence? site piège de cristal. Ah oui, d'accord. Ouf, oui, ok. Faux fan. Il est 23h10. Je vais me reposer sur le temps et ma vessie a 2 doigts d'exploser pour me dédouaner de ne pas avoir compris. Voilà. Eh bien, messieurs. Bah, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Malgré la victoire d'Angleterre. Malgré, soirée. voilà, on va quand même terminer sur une touche de merde, hein, je suis désolé, mais voilà, l'Angleterre a gagné et c'est nul. Au revoir. Allez, salut. À bientôt. Salut.